Et on retrouve tout de suite Bernard Veil avec ses invités dans son émission Parlons Patrimoine. Bonsoir, ravi de vous retrouver. Cette semaine, nous avons un programme chargé et je vais donc rentrer dans le vif du sujet sans plus attendre. L'inflation, notre arlésienne préférée. La première fois que j'ai entendu parler du retour de l'inflation, c'est en 2009, après que les premières injections massives des banques centrales eurent commencé à produire des effets. Un confrère me dit, c'est une bonne chose ces injections, mais nous allons fatalement le payer un jour ou l'autre avec de l'inflation. Pendant 12 ans, nous n'avons pas eu d'inflation ou quasiment pas d'inflation à la production, mais une formidable inflation des actifs. Pour mémoire, le prix du mètre carré parisien était à 6 500 € en 2009. Il est un peu au-dessus de 10 000 € aujourd'hui. Le lingot d'or était à 24 500 €. Il est maintenant à 47 800 €. Et pour finir, le CAC était à 3 900 € et il est autour de 6 600. Alors, c'est vrai que le CAC à 3 900, 2008 avait été un effondrement, mais je rappelle à tout le monde qu'en 2009, il avait fortement rebondi. Nous en avons déjà parlé à plusieurs reprises dans le passé, mais il semblerait que cette fois-ci, les conditions s'alignent les unes après les autres et que la crise du Covid ait servi de catalyseur à ce retour. L'énergie sur toutes ses formes, gaz, pétrole, électricité, ne cesse d'augmenter. Beaucoup d'indicateurs laissent penser que cela va continuer. Le redémarrage des économies après le Covid est en train de faire partir une petite inflation salariale, tout particulièrement dans certains métiers où les employés ont déserté et les augmentations promises par les gouvernements dans les métiers de la santé vont eux aussi contribuer à la hausse. La quasi-totalité des matières premières est en hausse, avec un bon nombre d'entre elles à des niveaux records. La hausse programmée du SMIC va aplatir la courbe des salaires et augmenter les demandes d'augmentation par branche. Même si ce problème est franco-français, il va contribuer aussi à une inflation mondiale parce qu'il y a un équilibre des salaires qui se fait un petit peu partout en Europe. Tout ceci fait que les économistes nous prédisent un pic de l'inflation pour la fin de l'année et les banques centrales qui, sous la pression des gouvernements, ne veulent pas monter les taux et ont très peur de casser les économies en mettant en place une politique moins accommodante, leur emboîtent le pas en rajoutant que l'inflation baissera après pour revenir vers un niveau bien plus acceptable. Je suis loin d'en être sûr et je suis très très loin d'être sûr que 2022 sera une année sans inflation. Et c'est donc de ces sujets, ou de ce sujet plutôt, que nous allons débattre avec David et Maël. Allez David, qu'est-ce que ça vous inspire cette inflation? Comment vous surveillez ça chez vous et qu'est-ce que vous en pensez? Alors, déjà, l'inflation, il faut voir que globalement, on préfère ce problème de savoir s'il y a trop d'inflation ou pas assez trop d'inflation ou si c'est normal, plutôt que de nous retrouver en 2012 où on était en train de se bagarrer avec la déflation. Encore une fois, les remèdes à l'inflation, on les connaît, les banques centrales les connaissent, c'est quelque chose finalement d'extrêmement facile à juguler. J'ai envie de dire, il suffit de, toujours se méfier de il suffit de, mais il suffit de monter les taux d'intérêt, sachant que le problème que l'on va avoir, c'est bien entendu la rapidité à laquelle cela se fait, et surtout de savoir si les investisseurs sont bien préparés à cette remontée des taux d'intérêt ou pas. Voilà. Alors Donc pour attendez, le moment, les banques centrales remontent les taux d'intérêt. Ok, ça c'est la recette miracle. Si elles remontent les taux d'intérêt, est-ce qu'on a vraiment à craindre une baisse des marchés ou c'est loin d'être sûr? c'est loin d'être sûr. Encore une fois, les banques centrales, la hausse des taux qui fait baisser les marchés, c'est la hausse des taux inattendue. C'est la hausse des taux surprise, la hausse des taux qui laisse penser que les banques centrales n'ont plus le contrôle et qu'elles sont en train de courir après quelque chose sans trop savoir où elles vont pouvoir s'arrêter. Actuellement, on n'en est pas du tout là. On n'est pas du tout sur un phénomène à la 1994 où Volcker avait surpris le marché avec une hausse des taux assez agressive. Là, on va être dans quelque chose qui va être extrêmement planifié, prévu, téléphoné, télégraphié, etc. Il faut juste savoir si les marchés, et notamment les marchés de biens et services, hein, donc l'économie réelle, laissera le temps aux banques centrales de communiquer convenablement et de prévenir suffisamment à l'avance les investisseurs de ce qui va se produire. Mais pour le moment, les premiers chiffres que l'on a, notamment si on regarde aux États-Unis les chiffres du mois de juillet qu'on a eu récemment,
montrent que finalement, il y a déjà certaines composantes de l'inflation qui commencent à rebaisser. Donc, globalement, on est encore sur des chiffres qui sont effectivement supérieurs à la normale, supérieurs à la moyenne. Encore une fois, on est dans une sortie de crise qui était totalement inédite, donc il est tout à fait à parier que la sortie de crise sera également, elle aussi, inédite et contiendra sa dose d'imprévu. Mais globalement, pour le moment, je dirais, il n'y a pas encore de quoi être véritablement très inquiet, notamment des répercussions sur les marchés financiers. Maël, ça vous inspire quoi? C'est vrai qu'on dit toujours que c'est ça un peu d'inflation. Je suis assez d'accord avec ce que vient de dire David. C'est qu'on est dans une situation inédite, hein. Les politiques monétaires, elles n'ont jamais été ce que l'on a connu ces derniers mois. Et du coup, qui dit injection de beaucoup de monnaie, dit inflation, dit hausse de tout, hein, hausse des prix, hausse de l'alimentaire, du non-alimentaire. La question qu'on peut se poser, sans être trop pessimiste, c'est de se dire jusqu'où on va aller. Alors, si ça se calme, c'est plutôt une bonne nouvelle, j'espère. Mais si ça continue, jusqu'où on va aller, parce qu'on ne peut pas suivre, hein, les gouvernements ne peuvent pas suivre. La fonction publique, il faudrait augmenter les salaires. On a vu que c'est ce qui avait été fait, là, par exemple, pour les infirmières. Ils leur ont donné une prime exceptionnelle de 100 euros et ils les augmentent de 100 euros brut par mois. Si on continue avec de l'inflation, ils n'arriveront pas à s'en sortir. C'est des métiers qui sont désertés. Je reprends votre édito, des métiers où on n'arrive plus à embaucher. Et donc, c'est sûr que ça ne va pas dans la bonne direction. Donc, si ça se calme, c'est plutôt une bonne nouvelle. Donc, maintenant, reste à savoir si la sortie de crise sera exceptionnelle et si, contrairement à ce qu'on pourrait penser, on pourrait penser que l'inflation va continuer. Et bon, on peut peut-être être surpris et se dire que ça va se calmer et qu'on va pouvoir aller de Alors l'avant. moi, je voudrais quand même juste rappeler que une inflation à 4% et des taux d'intérêt à 2%, c'est quand même le moyen rêvé et idéal de rembourser la dette à moindre frais. Voilà. Là, on a Est-ce que l'impression, ça serait… alors ça, on a vraiment l'impression que c'est le rêve des politiques, qu'ils n'osent pas le dire, mais qui se disent, voilà, 4% d'inflation, 2% de taux d'intérêt, petit à petit, tout se rembourse, notre dette, elle ne cesse de se baisser, et des choses comme ça. Je me rappelle que quand j'ai commencé à travailler, ça fait assez longtemps, et je rencontrais encore des gens qui terminaient de rembourser des prêts qu'ils avaient eux-mêmes fait 15 ans ou 20 ans avant, et ils payaient pour des appartements parisiens 1700, 1800, 1500 francs par mois. Donc, il y avait vraiment 15 à 20 ans d'inflation qui avait effacé cette valeur. Un autre très bon indicateur qu'on voit dans les entreprises avec l'inflation, c'est-à-dire, moi je dis même que c'est un indicateur un peu avancé, c'est l'inflation des salaires. Donc, régulièrement, on recrute, alors soit des juniors, soit des profils. Donc, quand c'est des juniors, ça peut être ou des stagiaires qui sollicitent d'être pris, ou alors des jeunes diplômés qui sollicitent d'être pris. Alors, il y a bien entendu, on ne les paye pas du simple au double, mais des fois, on voit que si on veut accrocher le jeune diplômé et qu'on veut qu'il vienne chez nous, ben, il va falloir payer 1 000 € de plus par an que ce qu'on avait prévu ou donner un avantage de plus. On voit aussi qu'il va falloir promettre aux stagiaires une petite gratification complémentaire parce qu'on sent qu'il y a un petit peu de concurrence et des choses comme ça. Alors, deux questions. Est-ce que, David, c'est un phénomène que vous voyez chez vous? Est-ce que c'est un phénomène dont vos confrères, vos collègues vous parlent? Et après, Maël, la même question. Est-ce que c'est un phénomène que vous voyez chez vous? Est-ce que c'est quelque chose que vous sentez sur la place luxembourgeoise, chez les confrères, où on commence à manquer de profils, où c'est un peu plus dur d'embaucher des jeunes diplômés? Et est-ce que, Maël, alors ça c'est juste pour Maël, est-ce que vous en avez profité pour demander une augmentation? Allez, moi, je trouve que ça augmente jamais assez, hein, malheureusement. C'est ce que j'allais dire, hein. C'est Maël qui commence. Comment est-ce que vous voyez ça? Peut-être pour les petits jeunes, on leur propose plus, mais pour les plus vieux comme moi, alors, malheureusement, vous le sentez, ça? Vous le sentez? Vous le sentez? Oui, alors en plus, la place luxembourgeoise elle se développe extrêmement vite et du coup, c'est très compétitif. Donc, on cherche tous les mêmes profils, hein. Je vois par exemple dans les métiers de l'IT, ce sont des métiers très recherchés. C'est sûr qu'un ingénieur aujourd'hui, un technicien informatique, ça coûte beaucoup plus cher que ce que ça pouvait coûter il y a quelques années parce qu'ils sont très demandés et on est obligé d'aligner. D'accord. Et si on regarde juste qu'on essaie de voir ça sur les 6 derniers mois, est-ce que vous sentez que les salaires augmentent un petit peu, qu'il y a un petit peu plus d'efforts pour recruter des profils ou pas du tout? Non, pas forcément. Alors après, en plus, nous, c'est un peu particulier puisque nous, on travaille sur plein de marchés et les salaires en fonction des marchés ne sont pas forcément les mêmes. Donc, c'est plus difficile d'avoir une vue un peu globale. Mais je dirais que non, on était déjà sur des salaires assez élevés au Luxembourg, hein, puisqu'il y a beaucoup de demandes.
Donc, ça n'a pas vraiment eu d'impact. Par contre, je le vois hein, avec mes partenaires en France, tout le monde me demande de trouver des profils parce qu'ils ont beaucoup de mal à recruter. Et donc, quand on a un bon profil, tout le monde est dessus. Donc, c'est sûr qu'il faut payer un peu plus pour les garder. D'accord. Et vous, David, comment vous voyez ça ou comment vous Alors, vivez ça? moi, je voudrais juste qu'on prenne un petit peu de recul parce qu'on est quand même dans un micro-marché, hein, les métiers de la finance. Mais si on prend un petit peu de recul, certes, les salaires à l'embauche certainement augmentent, mais il faut voir que globalement, vous avez le départ à la retraite de tous les baby-boomers. Et ces gens-là qui partent à la retraite, ils partent à la retraite avec des salaires qui sont très, très nettement supérieurs, bien entendu, à celui d'un débutant, même celui d'un débutant que l'on aurait augmenté de 5 voire 10. Donc, globalement, au niveau de l'entreprise, si on part du principe que, on a, la vieille génération qui s'en va et la jeune génération qui monte, on peut payer un peu plus cher la jeune génération. Globalement, au niveau de l'entreprise, avec l'effet démographique que l'on a, on aura plutôt globalement, une stabilité ou voire une légère diminution de la masse salariale à effectif constant. Alors, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce que vous dites, parce que ça, c'est particulièrement vrai dans des métiers où vous avez les baby boomers qui ont fait une très belle carrière et donc qui arrivent vraiment avec des salaires très, très hauts. Mais dans les métiers de la restauration, on ne va pas retrouver ça. Et dans des métiers d'employés de niveau intermédiaire, on ne va pas retrouver ça non plus, puisque c'est justement les employés intermédiaires qu'il faut remplacer ou qu'il faut faire. De plus, on a l'augmentation du SMIC qui va avoir lieu pour la deuxième fois consécutive du fait de l'inflation. Donc, des gens qui n'étaient pas au SMIC vont se retrouver au SMIC et ils vont probablement aller voir leur patron en disant qu'ils veulent un peu plus parce que le salaire minimum a monté. Ça va être assez dur de refuser, même si ça peut paraître être des petites augmentations, mais c'est les petits ruisseaux qui font les grandes rivières. Et voilà, donc là, je pense que vous décrivez un micro-phénomène. Et c'est vrai que quand une société laisse partir un salaire à 200 ou 300 000 pour embaucher un salaire à 80 ou 90 000, il y a toujours un upside et il y a toujours un gain. Mais dans la masse du salariat, même pas français, dans la masse du salariat européen, et je ne suis pas sûr que ça se passe comme ça. Mais si je puis me permettre, moi, juste pour rebondir là-dessus, parce que je trouve que c'est intéressant, je reprends votre édito, Bernard. Vous disiez que le prix de l'immobilier a quasiment doublé en 20 ans. Le problème qu'on a eu, c'est que finalement, on vient de traverser la crise du Covid où les gens n'ont pas travaillé. Et tous les métiers, par exemple, on prend les serveurs, la restauration, ils n'ont pas travaillé pendant des mois, donc ils ont quitté l'Île-de-France parce qu'ils n'arrivaient plus à se loger. Maintenant, c'est encore plus cher. La vie est plus chère, se loger, c'est encore plus cher. Et c'est dans ces métiers-là où on a beaucoup de mal à recruter. Et donc ça, c'est dû forcément à l'inflation, puisque tout a augmenté et pas leurs salaires n'ont pas suivi. Donc, il devrait y avoir un rattrapage salarial? Ça va être difficile quand même de rattraper l'inflation parce que là, ça augmente vite et je ne pense pas que les gens soient prêts à s'aligner sur l'inflation, les patrons soient prêts à s'aligner sur l'inflation et même pour la fonction publique, je ne vois pas l'État s'aligner sur l'inflation. Là, je laisse David peut-être. Je pense qu'ils ne vont pas avoir le choix, l'État. Il doit y avoir des… David, vous connaissez ça? Non, 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 ce n'était pas là-dessus que je voulais réagir, c'était Allez-y. juste pour dire que effectivement, tant qu'il y a il y a quand même un taux de chômage qui reste quand même très important, donc même s'il y a de la tension au niveau ponctuel sur certains secteurs, sur certains métiers, au niveau global, ça va être difficile de voir une très, très forte inflation salariale, alors qu'on a encore, 9 de chômage, quoi. Alors, il nous reste 1 minute. Donc, 30 secondes pour David et 30 secondes pour Maël. Là-dessus, je veux vraiment rebondir. Ce taux de chômage important et auquel on peut rajouter aussi le nombre de gens qui touchent le RSA. Allez, grosso modo, sans vouloir fâcher personne, on est à peu près à 4 millions. Est-ce que c'est vraiment une réserve d'emploi? Est-ce que c'est vraiment une réserve d'emploi ou est-ce que ce sont des gens qui n'ont pas d'emploi parce qu'ils ont vraiment des problèmes? Si on enlève les chômeurs qui font que rentrer et sortir parce qu'il faut 2, 3, 4 ou 5 mois pour retrouver un nouveau job. Est-ce que vous pensez que c'est vraiment une réserve d'emploi? David, allez-y. Alors je pense qu'au niveau global et agrégé, oui. Après, dans certains secteurs bien identifiés, etc., bien entendu, non, et c'est sur ces secteurs-là qu'il y a de la tension. Mais au niveau global, en agrégé, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas une réserve une réserve de travail dans ces 4 millions de chômeurs.
parce que 4 millions on va dire 4 millions d'inactifs avec les métiers de la restauration qui hurlent en disant qu'ils n'arrivent plus à trouver des serveurs pour servir et que maintenant qu'ils ont pu réouvrir, ils ne trouvent pas les employés. Ça laisse réfléchir. Maël, c'est vous qui concluez, 1 minute. Bon, David, il était plus politiquement correct que moi. Puis je vois où vous voulez en venir. Je suis un peu d'accord avec vous. C'est qu'il y a certains secteurs d'activité qui cherchent énormément. Et c'est des secteurs où il n'y a pas de… Enfin, c'est des secteurs parfois, pas dans la restauration, mais parfois peu qualifiés, où il pourrait y avoir beaucoup de main-d'œuvre. Et ce sont des métiers difficiles et ça n'intéresse pas forcément les gens qui cherchent du travail. Et donc, peut-être qu'à terme, ils seront obligés, malheureusement, d'y aller. Mais aujourd'hui, ils ne veulent pas y aller et je ne vois pas la situation s'améliorer. Très bien. Eh bien, on a fini. Voilà, on a fini. On a fini pour aujourd'hui. On a fini pour ce soir. Et la question, elle est loin d'être résolue. Ça va maintenant être au tour de Kevin Tauzet, porte-parole de la gestion de Carmignac, qui nous présentera tout d'abord sa société de gestion. Il nous parlera en quelques mots des marchés, en nous faisant part de ses perspectives et convictions, et nous fera un focus sur le fonds Carmignac Emerging Patrimoine. Bonsoir Kevin. Bonsoir Bernard. Alors, juste avant de commencer, l'inflation, allez, en 30 secondes, ça vous dit quoi? Ça vous fait penser quoi? J'ai tendance à partager votre avis, c'est-à-dire que ce cycle-là, il est quand même assez exceptionnel, notamment du fait des dislocations qui sont induites par la crise du Covid. On le voit, toute la problématique liée aux semi-conducteurs, par exemple, qui ont mis à l'arrêt des chaînes de production entières dans le secteur automobile, par exemple. Et ça, on va dire, ricochet, ça a eu un impact sur, par exemple, le prix des voitures d'occasion, notamment aux États-Unis. Et c'est vrai que ce qui se passe dans ce cycle-là, très spécifique, c'est que l'inflation, elle devrait être un peu plus durable que ce qui est généralement attendu. Il y a un deuxième facteur qui me semble important, c'est que oui, cet environnement avec des prix relativement élevés, il devrait perdurer. On a un effet de base, on a des marchés qui intègrent ça ou qui price ça, comme on dit dans notre jargon. Et ce qui est anticipé, c'est par exemple qu'aux États-Unis, on a une inflation supérieure à 5% pendant encore à peu près un an. En zone euro, voilà, autour de 3% pendant encore à peu près un an. Mais au-delà de cet effet de base qu'on comprend, qu'on arrive tous à comprendre, c'est-à-dire que les prix des matières premières pouvaient être très bas il y a de ça un an et donc mécaniquement ça contribue fortement à l'inflation. Ce qui va être très intéressant à suivre, ça va être qu'est-ce qui va venir nourrir l'inflation. Et donc vous parlez de l'inflation salariale, c'est clairement un aspect qui est clé. Alors je partage le point de vue de David qui est que peut-être moins en zone euro, moins en Europe, parce qu'on a ce qu'on appelle un écart de production. On a encore des taux de chômage qui sont importants, par exemple. Mais aux États-Unis, on va se rapprocher très rapidement d'une situation de plein emploi. Là, ça va pouvoir commencer à se matérialiser et c'est ça qui devrait faire bouger les marchés. Et après, je me permettrai juste une touche d'humilité, c'est que l'inflation, c'est un peu comme l'euro-dollar, ça fait partie des prévisions qui sont extrêmement compliquées à avoir. Je vois David qui sourit, voilà, il partage le point de vue. C'est extrêmement compliqué à avoir des prévisions sur les niveaux d'inflation parce que ce sont des phénomènes qui sont extrêmement complexes. On a parlé des 10, 15, 20 dernières années où l'inflation n'a fait que baisser. Il y a beaucoup de facteurs qui viennent le nourrir. A posteriori, on a tous une théorie, mais la réalité de ça, elle est quand même sans doute un peu plus complexe. Ok. Alors, allez, Carmignac, grande maison, belle maison, vieille maison. Ouais, enfin vieille et jeune, donc, mais oui, clairement, la société a été créée en 1980, dans les années 80 par Édouard Carmignac. Ça fait 30 ans qu'on existe aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a 250 personnes qui y travaillent, dont une cinquantaine de gérants et d'analystes. On a une maison globale, une maison indépendante. Alors, et au niveau actionnarial et au niveau de la gestion. On gère indépendamment de ce qui se passe dans les indices de référence. Une grande maison, on gère une quarantaine de milliards d'euros aujourd'hui, on va dire répartis pour moitié entre des actions et pour moitié entre des obligations. On fait ça sur une gamme de fonds relativement resserrée. On a une vingtaine de stratégies de gestion et on fait exclusivement de la gestion active sur la base d'une analyse fondamentale.
Ça, c'est, on va dire, voilà, 3 grandes caractéristiques qui nous semblent importantes. C'est cette indépendance-là, cette gestion active, cette approche fondamentale des marchés. Alors, tous les gens qui sont indépendants mettent en avant leur indépendance et les Oui. gens qui ne sont pas indépendants nous expliquent pourquoi la non-indépendance et le fait d'appartenir à un groupe permet de faire des choses que les autres, entre guillemets, les indépendants, ne peuvent pas faire. Alors, juste sans rentrer dans le débat, allez, on va dire les 2 avantages que vous tirez de l'indépendance qui vous paraissent être les plus fondamentaux. Ouais, alors il y en a un qui me paraît fondamental, c'est que notre base de clients, c'est pas une base de clients captive. C'est-à-dire que la seule raison pour laquelle des partenaires, des conseillers en gestion de patrimoine, des clients sont investis dans les fonds, c'est parce que ils estiment que la performance qu'on délivre et la performance ajustée des risques qu'on délivre est à la hauteur. Et si on n'a pas ça, eh bien, on a vocation à disparaître. Et ça, c'est quelque chose qui est extrêmement important parce que ça nous est arrivé, je pense à d'autres, mais à nous aussi de passer par des périodes compliquées, d'avoir une forme de passage à vide. Et donc, qu'est-ce qu'on fait dans ce cadre-là? Quand on est indépendant, on réinvestit, on recrute des gens, on construit des capacités de gestion, et c'est ça qui fait qu'on arrive à redresser la barre. Et ça, c'est un facteur qui, pour moi, est clé aujourd'hui quand on est une société de gestion. Très bien. Alors, parlons un peu de vos convictions sur les marchés de manière globale, et puis ensuite on ira petit à petit plus précisément vers le fond sur lequel on fait un focus. Bien sûr. Alors, il y en a 2. C'est-à-dire que la première, et on en a parlé, on va pas faire toute l'émission sur ce sujet-là, c'est l'évolution de l'inflation. C'est-à-dire que ce à quoi on s'attend, c'est pas forcément que l'inflation accélère, mais en tout cas qu'elle reste sur des niveaux relativement élevés. Donc ça, c'est un facteur. Il y en a un deuxième qui est et qui nous semble particulièrement important aujourd'hui, c'est que, outre l'inflation, il y a aussi la dynamique de croissance. Et ça, c'est ce mix, on va dire, croissance-inflation qu'il faut avoir en tête. Et ce à quoi on s'attend pour les trimestres à venir et pour l'année 2022, c'est bien que, on va dire, cette dynamique de reprise, elle se poursuive. C'est-à-dire qu'on continue à avoir une croissance, alors sans doute inférieure à un peu moins que les 5% qu'on a pu avoir cette année, mais que cette dynamique de croissance, elle soit moindre. Et ça, c'est important pour plusieurs choses, pour plusieurs raisons, parce qu'on va dire ce mix, cette combinaison-là de potentiellement une inflation qui reste élevée et une croissance qui est moins vigoureuse, elle interroge. Parce que, et là je rebondis sur quelque chose qui a été dit tout à l'heure, c'est que l'inflation, elle est facile à juguler pour un banquier central. Oui, c'est sans doute vrai, mais le cocktail, on va dire, inflation et moindre croissance, il est beaucoup moins facile à juguler. C'est ce qu'on appelait la stagflation dans les années 70. Pourquoi? Parce que si vous êtes un banquier central qui a trop d'inflation, trop de pression sur les prix, qu'est-ce que vous faites? Vous remontez vos taux d'intérêt. Mais quand vous remontez vos taux d'intérêt, vous prenez le risque de venir mordre sur la croissance, de faire éclater des bulles qui ont été, on va dire, il y en a quand même quelques-unes qui sont constituées chez nous, en Chine, aux États-Unis. Et à l'inverse… Là, je vous arrête. Est-ce qu'on n'a pas intérêt à les faire aller éclater doucement, en tout cas dégonfler? Est-ce qu'une bulle, elle n'a pas vocation de toute manière un jour ou l'autre à éclater, et plus elle sera grosse, plus ce sera compliqué? Alors, est-ce qu'il n'y a pas intérêt pour un banquier central, même si ce n'est pas son rôle premier, à se dire je vais faire péter des petites bulles et ça évitera d'avoir un jour ou l'autre un gros ballon qui explosera à la face de tout le monde? Oui, mais le problème, et j'imagine qu'on va y revenir tout à l'heure, c'est notamment ce qui se passe en Chine. C'est-à-dire qu'en Chine, on le sait, il y a, on va dire, une bulle immobilière qui est extrêmement importante. Les autorités chinoises essayent de contenir cette bulle-là, essayer de faire en sorte qu'elle ne grossisse pas davantage. Pour autant, si elles ont une approche qui est un peu trop rigoriste, on va dire, un peu trop sévère, eh bien, le risque, c'est qu'elle fasse bien éclater cette bulle immobilière-là. Et l'immobilier en Chine, ça représente autour de 60% de l'épargne des foyers chinois. Donc, vous imaginez la conséquence extrêmement importante que ça aurait et sur la croissance, et sur la confiance, et sur le bien-être des ménages. OK. Alors, venons-en à votre fonds. Oui, donc
je vous le disais, ce contexte-là qu'on connaît, c'est d'une part donc ce cocktail-là avec moins d'inflation, enfin plus d'inflation et moins de croissance, ça c'est une chose qui interroge. Et l'autre chose qui interroge, c'est que on a vu dans ce cycle économique-là et dans ce cycle de marché-là des divergences importantes entre les différentes politiques des banques centrales. C'est-à-dire que on a vu par exemple, ici chez nous, hein, Madame Lagarde qui dit qu'elle va acheter moins d'instruments obligataires, la Réserve fédérale qui elle a un biais toujours très accommodant. Alors, on va en savoir un petit peu plus mercredi soir sur à quel rythme est-ce qu'elle va commencer à lever le pied, à quel rythme elle va commencer à changer de braquet. Et dans le même temps, on a, par exemple, en Chine, des conditions de politique monétaire qui sont beaucoup moins incommodantes que ce qu'elles ne le sont dans ces pays, dans les pays développés. Et cette désynchronisation entre les cycles économiques, entre les marchés développés et les marchés émergents, eh bien là aussi, c'est une source de risque, mais c'est aussi une source d'opportunité selon nous. Alors, toujours risque et opportunité, mais essayons de faire un exercice qui est aussi difficile. Allez, aussi difficile que l'inflation et l'euro-dollar. Dans les 30 jours à venir, comment vous voyez les choses? Vous voyez plutôt quelque chose de positif pour ces marchés émergents ou plutôt quelque chose de négatif? Ces hausses de matières premières, cette hausse de l'énergie, cette société immobilière en Chine, enfin, bon, la balance, de votre point de vue, elle joue plutôt contre les marchés émergents à court terme ou elle joue plutôt pour eux à court terme? Eh bien, on va dire à court terme, ce qui semble intuitivement être le cas, c'est que le contexte, il est plutôt compliqué pour les marchés émergents. Pourquoi? Parce que leur façon de pouvoir s'extraire de la crise du Covid est on va dire, il y a beaucoup moins de moyens qui peuvent y être alloués que dans des pays développés ou dans des grandes économies émergentes qui ont leur propre capacité de production de vaccins, par exemple. Typiquement, on parlait de ce qui peut se passer mercredi soir avec ce qu'on appelle le tapering, hein, c'est-à-dire donc le biais moins accommodant que pourrait avoir la Réserve fédérale, avec l'impact que ça aurait, par exemple sur le dollar ou sur une remontée des taux américains qui, là aussi, viendrait impacter les coûts de financement de ces économies et de ces émetteurs émergents. Et ça, c'est ce que, on va dire, intuitivement, on a tous un petit peu en tête. Quand on regarde la réalité de ce qui se passe, eh bien, en fait, on voit que ce phénomène-là, il est déjà engrangé. C'est-à-dire que là où nous, Européens, on est en train de parler de savoir est-ce que la Banque centrale européenne devra remonter ses taux pour venir juguler une inflation à horizon 3-4 ans, dans les pays émergents, ça s'est déjà fait. On a déjà vu les banques centrales émergentes enclencher un cycle de resserrement monétaire. On a vu, et pas si loin de nous, hein, on n'est pas obligé d'aller en Russie ou au Brésil pour ça. Si on voit par exemple en Pologne, eh bien, il y a déjà une forme de durcissement de la politique monétaire qui est mise en place. Donc ça, c'est une chose. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans certains pays émergents, on a des taux réels, donc des taux moins les niveaux d'inflation, qui sont en territoire positif. Et ça, c'est important pour nous parce que ça veut dire qu'il y a une source de valeur, une source de portage, pour le coup, protégé de l'inflation. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est que les marchés, les investisseurs, ils ont tendance à projeter linéairement ce qu'ils voient. Et donc, je vais vous donner un exemple très concret. En Corée, la Banque centrale de Corée a remonté ses taux cette année. Et donc, du coup, ce qu'anticipe le marché, c'est que les taux coréens, ils seront 2 fois plus élevés que ce qu'ils sont aujourd'hui. C'est sans doute une aberration. Et donc, ça aussi, ça veut dire qu'il y a des opportunités pour aller y investir. Alors, sur l'horizon d'investissement, à horizon 1 mois, on fait plutôt de la gestion, on va dire, de moyen-long terme. Hein, c'est-à-dire que notre horizon d'investissement, il est plutôt de 3-4 ans plutôt que de 3-4 semaines. Mais oui, donc de fait, il y a de la valeur à aller sur ces marchés émergents. C'est des marchés qui sont, on va dire, un peu plus complexes, un peu moins suivis. Le fonds dont on voudrait parler aujourd'hui, c'est un fonds qui s'appelle Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine, donc un fonds patrimonial qui investit et sur les obligations, et sur les marchés d'actions, et sur les marchés de change émergents. Et il y a pour nous aujourd'hui beaucoup de valeur. Sur les marchés obligataires, on en a parlé. Sur les marchés d'actions, on n'a pas encore parlé, mais là aussi, il y a sans doute beaucoup de pessimisme aujourd'hui. Alors, on va dire conjoncturellement avec ce qui se passe en Chine, donc ce durcissement réglementaire chinois, ce changement de la politique des autorités de Pékin, là aussi, ça offre des opportunités parce que on le sait et on le voit, ces changements brutaux de politique, ils ont tendance on va dire, à emporter l'ensemble de la cote, l'ensemble des valeurs chinoises. Et
là-dedans, eh bien, il y a aussi des choses à faire. Il y a de la sélection de valeur à faire sur ces marchés d'actions chinois. Et sans forcément aller regarder vers, je sais pas, des grands groupes technologiques, mais ce qui se passe dans le renouvelable, par exemple, ce qui se passe dans l'automatisation, par exemple également, ou dans la santé, qui sont des secteurs qui, eux, sont plutôt préservés. Donc, il y a clairement des choses à faire sur ces marchés-là. Nous, ça fait 10 ans qu'on gère ce portefeuille multi-actifs, donc Carmignac Emerging Patrimoine, avec des bons résultats de gestion, hein, plus de 5% de performance annualisée sur les 5 dernières années. Et donc, il y a clairement de la valeur sur ces marchés-là. Et aussi dans un contexte où on parle beaucoup de valorisation élevée. C'est-à-dire qu'on parle beaucoup des marchés américains qui sont très chers, du luxe en Europe qui est très cher. Les marchés émergents, et notamment les marchés d'actions émergents, ça fait 10 ans qu'ils sous-performent les marchés dits développés. Donc là aussi, il y a des choses à aller chercher. Et donc, vous pensez que dans les 10 prochaines années, ils vont les surperformer? Alors, c'est pareil, sur les 10 prochaines années, il y a aussi des histoires de cycles, mais oui, clairement, la croissance de demain, elle est dans les marchés émergents. C'est-à-dire que la croissance économique, la croissance chinoise, c'est 40% de la croissance mondiale. Est-ce que la Chine, on peut vraiment encore parler de la Chine comme un marché émergent? Est-ce que ce n'est pas plutôt juste pour des raisons techniques qu'on garde la Chine dans les marchés émergents pour avoir de la matière? Mais est-ce que la Chine est vraiment un marché émergent? C'est un marché en voie de développement, c'est-à-dire que si on regarde par exemple les taux de croissance du PIB en Chine, alors on peut prendre ça avec des pincettes, hein, c'est des données qui nous sont données par les autorités chinoises, mais elles sont tout de même, on va dire, de l'ordre de 6%. Donc, c'est des taux de croissance qui sont extrêmement importants parce qu'il y a aussi toute une émergence, par exemple, d'une classe moyenne en Chine qui représente des proportions beaucoup moins élevées qu'est-ce qu'elle ne peut l'être dans des pays plus, on va dire, plus avancés ou des pays plus développés qui, eux, ont des taux de croissance attendus qui sont, on va dire, beaucoup plus contenus de l'ordre de 2%, que ce soit pour l'économie européenne ou américaine. Très bien. Allez, une dernière question en 1 minute parce qu'on est déjà un petit peu en retard. Bien sûr. Donc, Carmignac Emerging Patrimoine sur les marchés émergents et Carmignac Patrimoine qui n'est pas sur les marchés émergents. Est-ce que les deux fonds sont le reflet l'un et l'autre, un sur les marchés émergés et l'autre sur les marchés émergents, ou est-ce que les deux fonds ne fonctionnent pas de la même manière? Alors, en 1 minute, ça va être un petit peu court. On n'est pas schizophrène et bien évidemment que le scénario que je vous décrivais, il a une incidence et sur les marchés émergents et sur les marchés mondiaux dans leur ensemble, donc émergés et émergents. Et qu'un fonds comme Carmignac Patrimoine, il peut investir et sur des marchés dits développés et sur des marchés dits en développement. Donc oui, il y a une forme de superposition de certaines positions qu'on peut partager entre ces différents portefeuilles. Après, par construction, un fonds multi-actif patrimonial, par exemple, il a accès, pour prendre une notion simple, la notion de rendement obligataire. Donc, quel est le rendement qu'on touche quand on achète une obligation? Dans les marchés émergents, ils vont avoir tendance à être beaucoup plus élevés que dans des marchés développés. Hein. J'en veux pour preuve une obligation allemande à 10 ans qui doit offrir un rendement. Voilà, alors ça paye encore aujourd'hui, encore plus négatif que vendredi soir ou que ce matin à l'ouverture. Donc ça, c'est des choses qui, par construction, sont extrêmement différentes. Hein. Donc ça veut dire que on n'a pas tout à fait la même approche dans les deux portefeuilles et il y a une vraie complémentarité entre ces deux approches-là. Bon, merci beaucoup, Kevin. Donc, je rappelle pour nos éditeurs, c'était Kevin Tauzé, porte-parole de la gestion de Carmignac. Et nous avons échangé pendant ces 15 minutes. Écoutez, ça a été un plaisir de vous recevoir et j'espère qu'on vous reverra bientôt. Avec grand plaisir. À très vite, au revoir. Et c'est maintenant au tour de David Calfon pour son point marché. David, c'est à vous. Merci Bernard. Bonjour à tous. Avec des marchés qui consolident depuis le début du mois de septembre. Depuis le début du mois, l'indice des actions internationales a perdu environ 0,8%. L'Eurostoxx 50 est en baisse de 1,5%. Le S&P 500, l'indice des actions américaines, recule, lui, de 1,9%. Alors aujourd'hui, la baisse s'accélère un peu avec Hong Kong qui a donné le ton ce matin en décrochant de 3%. Alors, il faut savoir que c'est un jour férié en Chine. Le marché des actions chinoises continentales, ce que l'on appelle dans le jargon Mainland China, est fermé aujourd'hui. Et donc, les investisseurs se sont concentrés sur la bourse de Hong Kong pour exprimer
leur inquiétude au sujet du dossier Evergrande. Alors, si vous n'en avez pas encore entendu parler, Evergrande, c'est ce géant de l'immobilier chinois qui est en grande difficulté financière actuellement. Sa dette s'élève à 300 milliards de dollars, soit une dette à elle seule plus élevée que l'endettement total du Portugal. Evergrande, c'est 200 000 salariés en Chine, mais avec ses opérations de promotion immobilière, et si on compte toutes les sociétés qui travaillent pour le groupe, c'est 3,8 millions d'emplois dont on parle. C'est également 4% de l'immobilier chinois. C'est 800 programmes en cours de construction et non terminés à ce jour, ce qui correspond à 1,2 million de clients qui attendent de pouvoir emménager dans un programme immobilier du groupe et qui ont pour la plupart déjà payé ces biens immobiliers. Donc, ce groupe et sa dette agitent la presse depuis quelques semaines sans avoir eu jusqu'à aujourd'hui d'impact majeur sur les marchés. Et la raison pour laquelle tout le monde se réveille aujourd'hui, si je puis dire, c'est que le défaut semble maintenant imminent. Il est quasiment certain que les 84 millions de dollars dus jeudi prochain ne seront pas payés. Alors, la grande question et tous ces chiffres qui donnent tout le vertige, l'idée, c'est vraiment de se poser la question, maintenant que le défaut est certain, s'agit-il d'un défaut à la LTCM ou bien d'un défaut à la Lehman Brothers? Alors, pour rappel à nos auditeurs, le défaut de LTCM, c'est l'implosion du hedge fund, Long Term Capital Management, en 1998. Cette implosion avait été suivie d'une action forte de la Fed qui avait exigé des créanciers qu'ils acceptent de sauver ce fonds, et dans la foulée, la Fed avait baissé ses taux d'intérêt. La conséquence, 18 mois de bull market ininterrompu. Alors pour Lehman Brothers, l'histoire a été bien différente, vous vous en souvenez, le gouvernement et la Fed avaient décidé de laisser tomber la banque pour faire un exemple et montrer qu'on ne pouvait pas se conduire n'importe comment sans avoir un jour à en assumer les conséquences. La suite, vous la connaissez, c'est la plus grande crise financière mondiale qu'on ait jamais connue. Alors, si je peux me permettre, mon point de vue est que tout laisse penser qu'Evergrande ressemblera à une faillite à la LTCM. En fait, la Banque centrale chinoise est déjà intervenue, elle a déjà commencé à intervenir en injectant vendredi dernier 14 milliards de dollars dans le système. C'est son intervention la plus importante depuis février dernier. Il est plus que probable que ce ne soit pas la dernière et que d'autres actions suivront. Pour l'anecdote, Evergrande a déjà commencé à proposer à ses créanciers un remboursement en nature, c'est-à-dire en immobilier, comme à Détroit en 2008, où les banques se retrouvaient propriétaires de maisons achetées à crédit par des individus mal informés. Si on était cynique, on pourrait également dire qu'Evergrande est en difficulté parce que l'État chinois le veut bien. Après tout, le fondateur d'Evergrande, c'est la 5e fortune de Chine, et comme Jack Ma, le fondateur d'Alibaba, l'a appris à ses dépens, en ce moment, il ne fait pas bon être trop puissant en Chine. Alors en conclusion, je pense qu'effectivement, on va devoir attacher nos ceintures sur les marchés, mais cela ne sera certainement pas le crack de 30% ou plus que certains prédisent déjà. Chez Samso Investment Solutions, nous avons commencé à prendre des bénéfices sur nos positions actions dès le mois de juin, beaucoup plus par bon sens que parce que nous avions prévu ce problème en Chine. Quelque chose me dit que nous allons pouvoir commencer à réinvestir dans les prochaines semaines sur des points d'entrée beaucoup plus intéressants. Et c'est là-dessus, Bernard et Maël, que je vous propose de réagir. Alors, la Chine, ce n'est pas une démocratie. Et donc, ce n'est pas un marché libéral. Même s'il fonctionne de manière libérale, ce n'est pas un marché libéral parce qu'il est régulièrement rappelé à l'ordre. Voilà, il est régulièrement rappelé à l'ordre et il y a régulièrement des interventions. Le patron d'Alibaba, comme vous le rappeliez, on sait quelque chose, il a été convoqué, il a vraiment disparu. Ça m'a rappelé les méthodes soviétiques des années 80. Ensuite, il a réapparu et il a dit que le gouvernement chinois, c'était ce qu'il y avait de mieux au monde. Et récemment, pour suivre des instructions, conseils du gouvernement chinois, il a dit qu'il allait beaucoup investir dans la philanthropie, qui est une manière de redonner un peu de richesse perçue. Donc, ce qu'il faudra arriver à savoir, c'est quel est le message que veulent faire passer les Chinois. Est-ce qu'ils veulent faire passer un message et montrer à l'Amérique qu'eux aussi peuvent faire trembler le monde, et en disant c'est une faillite,
et jouer les vierges effarouchés en disant on est un pays libéral, il faut que les choses se fassent. Est-ce qu'ils vont faire un LTCM et venir à la limite nationaliser ce groupe? Parce que le groupe, il peut faire faillite, mais même si le groupe fait faillite, les actifs sont gigantesques. Les dettes sont gigantesques, mais les actifs sont gigantesques. Et la reprise des actifs avec une diminution de dette de 30 ou 40%, ce qui serait somme toute un dépôt de bilan à l'européenne. Il y a quelqu'un qui vient, qui reprend les actifs, on fait un cut-off sur les dettes de 50%, et puis ça repart, et tous les endettés ont perdu de l'argent. Ça, je ne sais pas très bien qui possède la dette, donc je ne sais pas très bien pour qui ce serait grave. Est-ce que c'est le particulier chinois? Est-ce que c'est les caisses de retraite chinoises? Est-ce que c'est le gouvernement chinois? Est-ce que la dette est répartie un peu partout sur le marché? C'est une question qu'on pourra poser à Kevin. Je pense qu'ils ont déjà dû analyser ça chez eux et voir qui possède cette dette. Donc, voilà un petit peu mon opinion. Donc, je n'ai pas d'avis. On va écouter Maël et après, on va demander à Kevin son avis. Alors, Maël, vous en pensez quoi? J'ai pas beaucoup d'avis non plus, hein. Je ne suis pas un expert. Moi, je dirais que… Ils vont pas aimer les auditeurs, Maël. Il va falloir leur donner un Non, mais avis. je vais mouiller un peu. Enfin, je vais argumenter, du moins, ma non-prise de position. Non, je dirais que ça va dépendre. Les Chinois, ils sont pas fous, hein. Si on vit à Lehman Brothers, ils seront les premiers pénalisés. Donc, je ne pense pas qu'ils feront un Lehman Brothers. Et je ne pense pas que ça ira aussi loin que LTCM. Non plus, je pense que ça va être un entre-deux. Quelque chose de nouveau. Enfin, je pense que ça sera un entre-deux. On apprend de nos erreurs. Lehman Brothers, je pense que ça n'arrivera plus jamais. Ça a fait trop mal à tout le monde. Ouais, croise les doigts. Ça a fait trop mal à tout le monde, mais je ne pense pas que quelqu'un ou qu'un État, en plus les Chinois, ils ne sont pas bêtes, qu'un État sera assez bête pour laisser tomber quelque chose d'aussi important. D'accord. Allez, Kevin, vous en pensez? Déjà, est-ce que vous savez qui détient cette dette? Ouais, enfin, on sait, on a une petite idée quand même. C'est-à-dire que, alors, David donne des chiffres qui donnent le tournis et le vertige. J'aime bien le parallèle avec l'ensemble de la dette portugaise. Il y a deux choses quand même dans ce qui est dit, c'est que il y en a une qui est que oui, c'est beaucoup d'argent, mais quand on rapporte ça à la taille du marché chinois, ça représente un peu moins de 2% de l'ensemble de la dette du marché chinois. Donc, il faut quand même toute proportion garder. On va dire 2% de taux de défaut, c'est des taux de défaut qu'on connaît chez nous en Europe ou qu'on connaît de l'autre côté de l'Atlantique. Donc, voilà, il faut mettre les choses en perspective. Sur les montants de dette qui sont sur lesquels il y a des défauts aujourd'hui, c'est à peu près 80 milliards de dollars. Le coupon, il devait être payé jeudi. Oui, il devait être payé ce jeudi cette semaine. A priori, ce n'est pas le cas. Alors, je suis désolé pour les détails techniques, mais normalement, il y a 30 jours de période de grâce. Donc, on verra s'ils font vraiment défaut ou pas. La probabilité est plutôt qu'ils fassent vraiment défaut sur le paiement de ce coupon-là. Et sur l'étalement de cette dette-là, il est entre des banques, des assureurs, des family office, en tout cas des riches familles chinoises, et certains fonds crédits étrangers. Et c'est aussi pour ça qu'on en parle beaucoup. C'est-à-dire que des sociétés de développement immobilier qui ont fait des fonds en Chine, il y en a eu quelques-unes cette année. On n'en parle pas trop parce que ça nous touche pas trop nous. Là, comme il y a de la dette qui est détenue par certains fonds de pays dits développés, on en parle beaucoup plus. Ça, est-ce que vous savez, pardon de vous interrompre, est-ce que vous savez si nos grandes banques françaises en possèdent ou en possèdent de manière inquiétante? J'ai pas le détail, je pense pas. C'est-à-dire que le risque systémique attaché à Evergrande, il est quand même relativement faible, et on va dire le secteur de l'immobilier chinois ou le secteur bancaire chinois, je pense que beaucoup d'entre nous, je regarde David, j'imagine que c'est sans doute le cas chez Sansoyes aussi, on est quand même plutôt prudent vis-à-vis de ce secteur-là parce qu'on sait que c'est un secteur qui est très endetté. On sait aussi que c'est un secteur qui est dans l'œil du cyclone. On a vu l'éducation cette année. On sait que, voilà, je le disais tout à l'heure, c'est-à-dire que cet emballement de la dette en Chine, les autorités chinoises, elles essayent d'appuyer là-dessus. Et à ce sujet-là, il y a quand même un phénomène que je trouve intéressant, qui est qu'à un moment où nous, pays dits développés, on a des gouvernements qui dépensent quoi qu'il en coûte, pour reprendre une expression à la mode il y a de ça un an, avec des banques centrales qui sont toujours plus accommodants, c'est-à-dire que chaque fois qu'il y a une crise, elles sont là pour aider, venir soutenir les économies toujours plus, alors que ce qu'on voit en Chine aujourd'hui, c'est plutôt
une forme d'orthodoxie budgétaire, une forme d'orthodoxie monétaire, et ça interpelle. C'est-à-dire que ce que fait la Chine aujourd'hui, c'est qu'elle vraisemblablement, elle sacrifie des points de croissance, hein, c'est-à-dire que quand elle vient taper sur le secteur immobilier en Chine, encore une fois, le secteur immobilier chinois, je crois que c'est quelque chose comme Voilà. 40% de la Je vais croissance du je PIB vais vous historiquement. interrompre parce que là, vous avez dit plein de choses. Je suis désolé, je suis désolé. Il y a quelques réactions. Donc, déjà, David, je voudrais une espèce de synthèse sur les points de vue et les arguments développés par nous trois par rapport à la chose. Et après, juste si vous pouviez revenir sur le point qu'a soulevé Kevin Tozé, qui me paraît extrêmement intéressant, cette espèce de nouvelle orthodoxie chinoise, c'est-à-dire que pendant longtemps, on a vu les Chinois en disant ils font ce qu'ils veulent, quoi, mais ils viennent, ils mettent de l'argent, ils viennent, ils enlèvent. Et là, on a l'impression qu'ils se sont convertis, c'est en train de devenir des Allemands. Et voilà, donc allez, un focus global sur ce qui a été dit et ensuite ce point précis de l'orthodoxie chinoise. Alors, pour résumer, je crois que Evergrande, ça veut dire des secousses sur les marchés, mais rien finalement de trop grave. Donc, plutôt des points d'entrée qui pourraient se présenter dans les mois à venir ou dans les semaines à venir pour plutôt mettre de l'argent au travail plutôt qu'autre chose. Donc, ne pas prendre peur de manière excessive sur ce sujet-là. Deuxième point, sur la Banque centrale chinoise, il ne faut pas oublier que c'est la Banque centrale qui a fait la promesse que jamais ils ne rentreraient en taux d'intérêt négatif. Hein, ils l'ont dit haut et fort, c'est parce qu'ils veulent asseoir leur devise comme une devise de référence au niveau mondial et au niveau régional. Et pour eux, c'est très important de dire que quand on détient de la devise chinoise, ben, on perçoit des intérêts. Donc après, qu'effectivement, suite à cela, ils soient un petit peu plus orthodoxes que les autres banques centrales, ben, ce n'est pas véritablement une surprise. D'accord. Et est-ce que vous les voyez devenir de plus en plus orthodoxes? Ou est-ce que vous pensez qu'ils vont rester toujours extrêmement opportunistes, extrêmement agiles et même si le pays est gigantesque, agir presque comme une cavalerie légère? Alors, ils vont rester opportunistes. En revanche, ce qui est sûr, c'est qu'il y a quand même la voix du parti et ils ne peuvent pas laisser se développer les entre guillemets inégalités que l'on a vu se développer aux États-Unis. Et donc, c'est pour ça que un secteur qui commence à gagner un peu trop d'argent, bah, tout de suite, l'État intervient en disant bah, ça suffit. Jack Ma, on sonne la fin de la récréation. Evergrande, c'est quand même la 5e fortune du pays, pareil. D'accord. Kevin, vous voulez réagir? Non, je partage totalement ce que vient de dire David. Et ce que je trouve intéressant, c'est justement ça. C'est-à-dire que ce qui est en train de s'affronter, on a beaucoup parlé des tensions commerciales avant que la crise Covid nous touche, mais peut-être que ce qui est en train de se jouer aujourd'hui, donc c'est cette forme d'orthodoxie d'un côté et de non-orthodoxie de l'autre, bah, c'est aussi l'affrontement de deux modèles et de deux modèles économiques, et que les États-Unis comme la Chine cherchent à démontrer que son modèle, c'est le bon. C'est étonnant, hein, ce que les deux cherchent à faire, c'est, on va dire, à résoudre un problème de plus d'égalité, donc de faire qu'il y ait moins d'inégalités globalement. La façon pour y arriver est extrêmement différente. Très bien. Eh bien, merci à tous. Maël, avant de démarrer la clause bénéficiaire, vous voulez réagir une dernière fois sur ça? Ce que j'entends là, ça me fait malheureusement sourire. Parce que deux modèles qui s'affrontent, et au final, le perdant, c'est qui? C'est la France, hein, on ne vend pas de sous-marins nucléaires. Ok, alors, merci à tous. Bravo David pour ce point marché. Je pense qu'on en reparlera parce que ce n'est pas un dossier qui va se traiter en une semaine ou en 15 jours. C'est maintenant au tour de Maël Toledano et Julien Milinkiewicz de Wellin CSA pour faire un point sur la clause bénéficiaire du contrat d'assurance vie. Et vous allez voir que c'est toujours plus compliqué que d'habitude. Et Julien, il faut arrêter de brancher deux appareils en même temps. Vous nous faites ça toutes les semaines, Julien. Bonsoir Bernard, je peux vous assurer que je n'ai pas de deuxième appareil branché, que ça doit être mon appareil de base, parce que je commence à être fort heureusement un peu rodé et je n'ai pas de deuxième appareil, je peux vous assurer. Allez, super. Allez, Maël et Julien, c'est à vous, on vous écoute. Alors, nous, on va vous parler d'assurance vie, hein, notre métier. Aujourd'hui, en France, ce sont 30 millions de personnes qui sont titulaires d'un contrat d'assurance vie, soit à peu près 80-85% des personnes susceptibles de souscrire.
pour un encours qui est supérieur à 1700 milliards. Donc, les montants, certes, sont fortement concentrés puisque ça représente 10% des preneurs qui détiennent 50% du total et que 70 000 ménages, que les 70 000 ménages les plus fortunés représentent 17% de l'encours. Donc, c'est vrai qu'on remarque et on le sait, c'est un vrai succès, l'assurance vie. Alors, c'est pour des raisons, bien évidemment, de fiscalité douce pendant la vie et également au moment du décès. À la base, l'assurance vie, ça a été créé pour ça, hein, pour la sortie au moment du décès. On peut donc faire un constat assez clair. Aujourd'hui, les contrats d'assurance vie sont devenus le support majeur de détention des actifs financiers pour les ménages en France. Et à l'avenir, ils représenteront un vecteur très important pour la transmission. Donc, la clause bénéficiaire, c'est un point essentiel à suivre, non seulement pour les nouveaux souscripteurs, mais également pour ceux qui ont déjà souscrit par le passé des montants significatifs. Alors, je vais vous interrompre juste une seconde. Vous nous avez parlé de 1700 milliards d'encours en France. Très souvent, le Luxembourg revient à la mode, comme quoi ça devient un concurrent sérieux, comme quoi il gagne des parts de marché. Enfin, bon, comme toujours, il y a du vrai et du faux là-dedans. Vous avez une idée des encours d'assurance vie français au Luxembourg? Alors, Julien, corrige-moi si je ne dis pas de bêtises, mais je crois qu'on parle de 14 milliards. Oui, c'est ça. Ouais. On est aux alentours même d'une quinzaine de milliards d'euros en contrat d'assurance vie. Donc, ça veut dire que c'est rien du tout sur le marché France. C'est un marché qui est… Alors, aujourd'hui, on collecte beaucoup, mais ça fait que quelques années. L'assurance vie en France, ça date des années 60. Et c'est vrai que le Luxembourg concentre des montants plus importants, alors que l'assurance vie en France, c'est tout un chacun qui a un contrat à 5, 10, 15 000 euros. Du coup, c'est vrai que ramené à la taille de la population, forcément, on arrive sur des encours bien supérieurs. Alors, déjà dans cette clause bénéficiaire, bon, on a fait déjà 2 sujets là-dessus. On a le notaire, maître Antoine Ravel de l'Esclapon, qui était venu parler de la clause des membrés, des choses comme ça. Est-ce que vous sentez que côté client, ça devient un sujet? C'est-à-dire, est-ce que vous sentez que c'est un vrai sujet et qu'on n'arrête pas de vous solliciter? Quelle clause? Est-ce que ma clause est bien? Est-ce que vous avez une idée? Voilà ce que veut le client. Est-ce qu'on a le droit? Est-ce qu'on n'a pas le droit? Ou est-ce que vous sentez que c'est encore une fois très peu de gens qui vont à fond dans le détail d'une clause et qu'on a encore des clauses type en veux-tu, en voilà? Vous avez raison, Bernard. Bonsoir à nouveau. Effectivement, on est parfois surpris avec Maël du peu d'attention qui est portée à la clause bénéficiaire par les preneurs, par les souscripteurs du contrat d'assurance vie. Comme tout à chacun, comme chaque souscripteur d'un contrat d'assurance vie, ils vont être attelés bien évidemment à la question des frais, à la question pour le modèle luxembourgeois de la banque dépositaire, du gestionnaire discrétionnaire qui va gérer leurs actifs sous-jacents. Mais c'est vrai qu'on est parfois surpris pour des contrats avec des montants très significatifs, que les clients voient simplement le contrat d'assurance vie comme un outil d'investissement pour profiter de la taxation différée, mais qu'ils oublient, comme vous l'a rappelé Maël, la genèse du contrat d'assurance vie, à savoir que le contrat d'assurance vie, c'est au moment du décès du souscripteur assuré, payer le capital décès en vue de protéger ses bénéficiaires, ses héritiers ou autres. Donc c'est vrai que vous avez certains clients qui sont particulièrement attachés, mais qu'on doit vraiment guider sur la rédaction et la mise en place de ces clauses bénéficiaires, et d'autres qui ne voient le contrat que comme un véhicule d'investissement et qui sont attachés aux frais, qui sont attachés au mode de gestion, qui va gérer, et donc aux performances des gérants, mais en aucun cas, et qui oublient ce contrat d'assurance vie comme instrument de prévoyance à travers justement la clause bénéficiaire. Je dois dire que nous, on les sensibilise de plus en plus. Ça, c'est quelque chose d'assez nouveau. Alors, pas nous, Wellins, mais les assureurs en général, c'est vrai qu'on les sensibilise de plus en plus, mais c'est malheureusement souvent sur les nouveaux contrats qu'on les sensibilise, et il serait très intéressant pour les souscripteurs de regarder leurs contrats plus anciens, où souvent les clauses bénéficiaires, elles sont pas du tout bien rédigées, elles ne correspondent pas du tout aux souhaits du souscripteur. Quand vous souscrivez un contrat d'assurance vie, par définition, vous partez sur un objectif long terme. Donc, votre situation, elle peut évoluer. Le pourcentage de votre contrat d'assurance vie sur votre patrimoine total, il peut avoir augmenté au bout de 5 à 10 ans. Les enfants que vous avez désignés lorsque vous avez souscrit votre contrat d'assurance vie, ils peuvent avoir des situations personnelles et professionnelles complètement différentes au bout d'une dizaine ou d'une quinzaine d'années, ce qui va nécessiter pour certains d'avoir une protection plus importante et donc de modifier la clause bénéficiaire. Le preneur peut avoir aussi déménagé à l'étranger. Vous êtes souscripteur d'un contrat d'assurance, vous partez à l'étranger. Ça peut être également intéressant de faire un audit de cette clause bénéficiaire à ce moment-là, afin de rendre la clause bénéficiaire plus apte à votre nouvelle situation fiscale.
Donc, c'est vrai que la clause bénéficiaire devrait être peut-être un petit peu plus vue par les preneurs et surtout être accompagné. Le souscripteur va faire régulièrement le point sur le mode de gestion des actifs de sous-jacents de son contrat. Pourquoi également ne pas faire régulièrement le point sur la clause bénéficiaire qui, comme vous l'avez dit Maël, a parfois été mis en place des années auparavant sur des contrats très anciens. C'est vrai que tout comme, je suis assez d'accord avec Julien, hein, tout comme la gestion qui fait l'objet d'un suivi, les clauses bénéficiaires, moi je pense que c'est quelque chose de vivant, il faut le faire évoluer. La situation des souscripteurs qui souscrivent à 40 ans avec des enfants mineurs qu'on peut privilégier pour une petite partie peut tout à fait évoluer. Quand le souscripteur atteint 80 ans, par exemple, et que son conjoint est bénéficiaire, on peut également envisager que son conjoint aurait besoin de moins de capitaux et plus privilégier les enfants. Donc c'est quelque chose, c'est une matière vivante. Mais il faut aussi regarder l'aspect fiscal. Julien, est-ce que vous pouvez nous dire un mot des évolutions fiscales? Il ne faut pas oublier que la fiscalité, en tout cas en France, relative à l'assurance vie, est particulièrement favorable. Sans rentrer dans les détails, on ne va pas oublier que lorsque vous souscrivez un contrat avant 70 ans, vous avez droit à un abattement de 152 500 par bénéficiaire. Et ensuite, que vous êtes soumis au maximum, en tout cas vos héritiers sont soumis au maximum à 31,25. Je compare toujours avec les 45% en ligne directe en dehors du contrat d'assurance vie. Vous avez certains vieux contrats d'assurance vie qui sont complètement exonérés. Il ne faut pas oublier que la fiscalité de l'assurance vie en cas de décès en France, c'est un vrai millefeuille. Donc, vous avez différentes couches de fiscalité qui se sont superposées au gré des années et des régimes parlementaires. Vous avez certains contrats d'assurance vie qui sont, eux, complètement exonérés. Alors, certes, ils n'ont peut-être pas un mode de gestion particulièrement performant. Néanmoins, ça peut être intéressant sur ces contrats qui sont complètement exonérés de droits de succession de désigner le bénéficiaire qui est le plus imposé. Si vous voulez désigner un neveu ou une nièce, par exemple, vous serez soumis en ligne directe en France à 45 ou 55% de droits de succession. Si vous avez un vieux contrat d'assurance vie ouvert avant 1991 qui est complètement exonéré, ça peut être l'outil idéal pour désigner votre neveu, dans mon exemple, bénéficiaire de ce contrat. De même, je parlais de l'article des 152 500 d'abattement pour les contrats ouverts avant 70 ans, le fameux 990 du Code général des impôts. Ça peut être intéressant aussi pour un souscripteur qui, au fil du temps, vient avoir des petits-enfants, à multiplier les bénéficiaires. Multiplier les bénéficiaires en intégrant les enfants et les petits-enfants, afin, au-delà de favoriser la transmission intergénérationnelle, de multiplier l'abattement de 152 500 et de multiplier les sommes qui sortiront au moment du décès, du régime fiscal. Donc, il y a tout un tas d'optimisation et de pistes à exploiter en termes de clauses bénéficiaires et encore plus précisément pour une clientèle très fortunée. Non, puis il est vrai aussi qu'il y a eu pas mal d'évolutions, de nouveautés, de changements. Ça a beaucoup évolué la matière en termes de rédaction de clauses bénéficiaires. Aujourd'hui, on peut faire beaucoup de choses qui n'étaient pas envisageables il y a quelques années. Il y a beaucoup de choses d'ailleurs qui sont rentrées dans les mœurs et qu'on utilise fréquemment. Est-ce que, notamment d'ailleurs pour une clientèle gestion privée, gestion de fortune, est-ce que vous pouvez nous donner un petit aperçu, Julien? Moi, je vous donnerai l'exemple de la clause bénéficiaire démembrée. Ça, c'est vraiment le plus classique. C'est rendre possible un dénouement transgénérationnel. Je désigne mon épouse quasi usufruitière, elle perçoit le capital, donc elle est complètement protégée. Mes enfants, ils ne perçoivent rien, mais sont titulaires d'une créance de restitution en tant que propriétaires, et donc ils sont sûrs d'avoir les droits sur le capital, et au moment du second décès, du décès de leur mère, ils pourront demander le remboursement de cette créance sur le reste du patrimoine, bancaire ou immobilier, sans fiscalité supplémentaire. Donc ça, c'est vraiment une clause relativement classique. Et puis, comme vous l'avez dit également, Maël, on ne sait pas au moment de son décès ce dont aura besoin son épouse à ce moment-là. Est-ce qu'il n'est pas plus utile de mettre également en place ce qu'on met depuis quelques années maintenant, même si c'est encore assez peu utilisé, des clauses à option? Je viens décéder, au moment de mon décès, je laisse le choix à mon conjoint survivant. Est-ce qu'il optera entre 30, 40, 50% ou la totalité du capital décès, une partie en démembrement, une partie en pleine propriété, parce qu'on ne sait pas, par définition quand est-ce qu'on mourra et quelle sera notre situation patrimoniale et personnelle à ce moment-là. Là, je vous interromps parce que c'est quelque chose qui est très peu utilisé. Est-ce qu'on peut revenir exactement sur la clause à option et est-ce que vous pourriez, par exemple, nous dicter une clause à option? Alors, je vais vous poser une question. Est-ce que je peux mettre, par exemple, dans mon contrat d'assurance vie, donc en cas de décès, donc mon épouse, Madame Intel, ni divorcée ni séparée de corps,
à hauteur du pourcentage qu'elle souhaitera entre 0 et 100%, le solde pour mes enfants. Est-ce que j'ai le droit d'écrire ça? Oui, dans le cas, vous avez raison, Bernard. Les clauses à option sont assez peu utilisées. Et nous, chez Willins, on s'enorgueillit qu'on les utilise et dont on en fait la promotion. Là, on a tout un tas de débats sur la validité des clauses à option. Sachez qu'au niveau fiscal, sans rentrer dans les détails, elles ont été validées complètement depuis 2-3 ans. Une question qui anime souvent le landerneau, c'est qu'au niveau civil, vous ne pouvez pas laisser le choix à votre bénéficiaire. Normalement, c'est vous, preneur, souscripteur du contrat, c'est vous qui exercez le droit de désigner le bénéficiaire. Ce n'est pas au bénéficiaire de choisir son droit. Alors, attendez, là, dans votre exemple, pour moi, la clause, en tout cas, si vous faites un contrat chez nous, moi, je vous validerai la clause bénéficiaire. Pour moi, elle est complètement bulletproof, dans la mesure où vous avez désigné votre conjoint, donc vous exercez votre droit. Pour moi, elle n'est pas attaquable, dans la mesure où vous laissez au conjoint non pas le choix du bénéficiaire, mais vous laissez à votre conjoint le choix de percevoir la quotité dont elle aura besoin. Donc, et effectivement, pour moi, ça ne poserait pas de problème, et on s'est déjà entretenu avec nos conseils sur ce sujet-là. En cas de décès, votre conjoint choisit entre 0 et 100% dans l'hypothèse la plus basse, et par défaut à vos enfants. Alors, attendez. Maintenant, en France, on a aussi, récemment, depuis un certain temps, le droit pour un bénéficiaire de renoncer. Oui, exact. Alors, déjà, est-ce que ce droit, il peut être exercé que totalement ou est-ce que ce droit, il peut être exercé partiellement? Imaginons, je vais reprendre mon exemple, je mets mon conjoint, à défaut mes enfants. Est-ce que ma conjointe aurait le droit de dire moi, je veux que la moitié, ou elle peut juste dire je prends tout ou je prends rien? Non, si ce n'est pas prévu dans la clause à option, lorsque vous renoncez à un contrat d'assurance vie, vous renoncez totalement. Alors, vous pouvez renoncer auprès d'un contrat chez Willins et accepter le contrat d'une autre compagnie. Ça ne pose pas de difficulté. Et ça n'a rien à voir avec le fait de renoncer ou pas au niveau de la succession globale, puisque là, on parle simplement de la désignation spécifique d'un contrat d'assurance vie. Mais moi, pour ma part, en l'état, lorsque vous renoncez à un contrat, vous renoncez en totalité. Sauf si une clause à option est prévue en disant, voilà, je choisis 20, 30, 40, 50%, et par définition, par défaut, je renonce au reste. Donc, ça veut dire on mettrait une clause en disant mon épouse, et donc on reviendrait à l'option, et en fin de compte, elle ne renoncerait pas, elle ne renoncerait à rien du tout, elle appliquerait juste l'option. Exactement, elle prévoirait le bénéficiaire de la clause à option. Et puis est-ce que l'option peut se mettre systématiquement? C'est-à-dire que si on revient sur la clause démembrée, est-ce qu'on peut aussi mettre une option sur une clause démembrée? Oui, bien sûr, on peut mixer. Vous pouvez mixer les deux. Donc là, vous avez la clause à option basique, si je puis dire, comme vous l'avez dicté, mais ensuite, vous pouvez mixer au niveau du démembrement et au niveau de la pleine propriété, en disant, par exemple, tout simplement, mon épouse à 100% en usufruit, donc démembrement classique, ou à 100% en pleine propriété, ou mon épouse 50% en PP, 50% en usufruit, à elle de choisir. Donc, vous pouvez mixer les deux. Il y a plein de choses à faire dans le cadre des clauses à option. Et c'est là, normalement, où vous êtes le plus souple et le plus agile. Et ça, en matière de gestion de fortune, c'est quelque chose, surtout lorsqu'on investit quand même à long terme via le contrat d'assurance vie, qui est extrêmement important pour nous. Alors, j'ai une autre question maintenant, celle-là. C'est que, bon, là, vous êtes très présent sur ce plateau. On vous en remercie. Vous montrez vraiment l'importance des choses. Moi, ce que je trouve, c'est que les compagnies d'assurance, d'une manière globale, parlent assez peu de ce sujet et communiquent assez peu sur ce sujet. Et très, très souvent, il nous arrive dans nos cabinets de rencontrer des gens qui ont des clauses bénéficiaires hallucinantes. Donc, elles n'étaient probablement pas hallucinantes quand ils ont signé, ou elles étaient, comme souvent on peut dire, on met une clause maintenant comme ça et on verra plus tard, mais il n'y a pas de… Il y a peut-être un manque de suivi global, donc là je parle pour moi aussi, peut-être que je ne suis pas suffisamment, mais il y a aussi peut-être de la part des institutionnels un manque de publicité institutionnelle en disant le contrat d'assurance vie, c'est avant tout une clause bénéficiaire, puisque si vous retirez l'argent avant votre décès, en fin de compte, il n'aura servi que comme support d'épargne. Exactement. Et ça ne sera vraiment une assurance vie qui ira à son terme le jour où il y a un décès, et où là, on appliquera la clause bénéficiaire qui était l'origine. Et là-dessus, je vous trouve peu présent ou insuffisamment présent. Pas vous, parce que vous venez à l'émission, mais des institutionnels.
J'entends, et puis c'est vrai que c'est toujours difficile de parler du décès lorsqu'on rencontre un client, hein, et je prends Maël à témoin. Ensuite, c'est vrai que le client va investir et va être, comme je vous le disais, attaché avant tout à la gestion, à la performance, et la clause bénéficiaire, et vous avez raison, on voit parfois pour des montants quand même très significatifs, des clauses bénéficiaires qui sont des clauses standards pour des contrats retail, et parfois des clauses qui, et malheureusement c'est trop tard lorsqu'on traite un décès, des clauses qui vont à l'encontre de l'objectif principal du preneur, ou alors sur lequel on aurait pu faire beaucoup mieux au niveau civil et fiscal s'il y avait eu un suivi régulier, ce qui n'a pas été le cas, et au moment du sinistre, au moment du décès de l'assuré, c'est malheureusement trop tard. J'entends en tout cas, c'est vrai, cette volonté et ce besoin, je pense, plus que de raison de communiquer sur les clauses bénéficiaires et les différentes possibilités d'aménagement et les différentes aussi possibilités de suivi. Je ne sais pas ce que tu en penses, Maël. Je dirais que c'est quelque chose de nouveau, hein, l'intérêt pour la clause bénéficiaire. Je dirais que pour moi, un contrat sur 3 a une clause qui ne convient pas, soit n'est pas adaptée, soit ne correspond pas aux exigences et aux attentes du souscripteur. C'est énorme, hein. Pourquoi? Parce que la plupart des contrats sont faits auprès de compagnies qui font ce qu'on appelle de la masse, donc qui font énormément de contrats. Et donc, ce sont des clauses standards qui sont proposées. Le client coche la clause standard et du coup, elle est tout à fait valable, mais elle ne correspond pas du tout aux attentes du client. Ça, je vous rejoins tout à fait, Bernard. Je dirais que, alors nous, c'est un peu à part, hein, comme notre typologie de clientèle, elle est un peu plus haut de gamme, on va dire, les montants sont plus importants. C'est vrai qu'on fait peut-être moins de volume en nombre de contrats, donc on passe plus de temps sur chaque contrat. Et par exemple, j'en veux pour preuve, Julien, il revoit tous les contrats, toutes les clauses de tous les contrats français. Je ne pense pas que toutes les compagnies puissent se le permettre parce qu'il y a beaucoup de compagnies qui font beaucoup plus de nombre de contrats que nous. Mais je pense que c'est le rôle des compagnies d'assurance et aussi des conseillers en gestion de patrimoine et des banquiers de revoir régulièrement les clauses bénéficiaires pour vérifier l'adéquation avec les besoins du client. Là-dessus, j'en doute pas, et ça va être le mot de la fin, mais l'idée, c'est si on avait une publicité institutionnelle, c'est-à-dire que si les compagnies d'assurance, entre guillemets, allaient évangéliser leurs clients et leurs assurés en leur montrant que c'est un vrai sujet, et on aurait donc des assurés qui se tourneraient vers leurs conseillers et qui demanderaient une mise à jour, une relecture ou une analyse ou une étude. Le sujet est passionnant, on a beaucoup débordé, on va devoir maintenant s'arrêter. Je pense que c'est un sujet sur lequel on reviendra au cours de l'année, pas la semaine prochaine et pas dans 15 jours, bien sûr, mais c'est un sujet sur lequel on va revenir. Il y a beaucoup de questions d'auditeurs qui remontent et on reviendra avec quelque chose d'un peu différent où on expliquera. Voilà, donc Julien et Maël, je vous remercie. Je vous dis à très très vite pour un autre sujet tout aussi passionnant, j'espère. C'est maintenant au tour d'Adèle Bentoussi d'Atlantic Capital Partners qui va nous parler des produits structurés. Donc Adèle, il faut que vous mettiez en œuvre votre micro. Voilà, Adèle. Super. Bonsoir Bonjour Adèle. Bernard, bonjour à tous. Alors, allez, les produits structurés, c'est un gros mot ou c'est un bon mot? J'espère que ce n'est pas un gros mot, au contraire. Effectivement, dans la tête de quelques personnes qui peuvent avoir soit peu d'informations sur le sujet, soit peut-être avoir une mauvaise expérience avec le sujet, ça peut être un gros mot. En revanche, quand on accompagne bien les clients, quand on est pédagogue, qu'on leur explique les risques, les enjeux, je pense que c'est un outil très puissant. Alors, je vais vous donner juste un petit mot sur Atlantic et ce qu'on fait chez Atlantic avant d'embrayer sur la partie produits structurés, si ça vous va. Alors, Atlantic Capital Partners, que je représente, c'est l'entité française d'Atlantic Financial Group. Donc, ce groupe, créé en Suisse il y a maintenant une petite dizaine d'années, est spécialisé dans la gestion de fortune et l'accompagnement patrimonial d'un nombre important de clients. Alors, on travaille de deux façons différentes. D'une part, en interne, comme on est un family office, donc à travers ce family office, on accompagne et on gère le patrimoine d'environ 50-60 familles situées dans le monde entier et on a à peu près 1 milliard sous gestion aujourd'hui. Mais aussi en externe, on fournit tous nos produits et services à une multitude de professionnels du monde de la gestion de patrimoine qui sont situés un peu partout dans le monde, et notamment en France et au Portugal.
Voilà, on travaille également aussi avec des institutionnels, des entreprises. Alors, les entreprises, ça va de la petite PME familiale à l'entreprise du CAC 40. Aujourd'hui, on est une grosse cinquantaine de professionnels de la finance dans ce groupe et on est répartis entre plusieurs bureaux, Paris, Genève, Luxembourg, Zurich. Et nos clients, eux, sont présents sur les 5 continents. Voilà. Allez, on passe au produit structuré maintenant. Exactement. Comme intro, je pourrais dire que investir en bourse, ça peut paraître un peu barbare et un peu compliqué et très risqué pour la plupart des gens qui sont non avertis. Je pense que c'est pour ça qu'une majorité d'entre eux sont encore réticents à le faire aujourd'hui. Mais voilà, de façon très basique, si vous investissez de façon traditionnelle dans les marchés boursiers, en achetant une action, par exemple, si l'action monte, si la bourse monte, vous gagnez de l'argent, vous réalisez des profits. Et symétriquement, si la bourse baisse, vous allez perdre une partie de votre mise. Et ça, c'est un risque que beaucoup de gens ne sont pas du tout prêts à prendre. C'est assez facile à comprendre parce que si vous avez travaillé toute votre vie pour vous constituer un patrimoine en ayant travaillé très dur, vous n'avez pas envie de perdre 10, 20, 30%, voire plus, parce que vous auriez fait un mauvais choix, investi dans le mauvais timing de marché ou dans la mauvaise action. Et donc, c'est pour répondre à cette problématique que les produits structurés ont été créés. Alors, le produit structuré, c'est un placement financier dont les règles du jeu sont connues à l'avance, dès le départ. Il y a plusieurs paramètres. La durée de placement, l'indice boursier ou l'action ou les actions de référence, plus communément appelé le sous-jacent, l'objectif de gain annuel, qu'on appelle aussi le coupon, et le risque en capital. Alors, le produit fonctionne selon une formule connue à l'avance, une formule de remboursement définie à l'avance et dont l'investisseur n'aura aucune mauvaise surprise car toutes ces caractéristiques sont contractuelles. C'est défini dans la term sheet. Alors, c'est des produits également qui sont disponibles en compte titre et en assurance vie. Je vais vous donner un exemple précis. Voilà comment ça fonctionne. Alors, avec les produits structurés, vous investissez, comme je le disais, dans un indice boursier, par exemple, disons le CAC 40, mais votre capital est protégé jusqu'à une certaine baisse de sous-jacent de cet indice. C'est le niveau de protection du capital, comme on l'appelle. Et c'est seulement si à l'échéance, donc à maturité, au bout de la période définie d'investissement, que le CAC 40, par exemple, pour rester sur cet indice-là, s'il baisse en dessous de ce niveau, que vous subirez une perte en capital. Alors, en contrepartie de cette protection à la baisse, les gains à la hausse sont plafonnés. Même si l'action ou l'indice ou le CAC 40 monte jusqu'au ciel, vous aurez uniquement le gain qui a été défini à l'avance. Alors, on va prendre un exemple concret de produit qui existe dans le marché. C'est un produit très basique qu'on appelle un autocall. Disons qu'on part sur un produit 5 ans, indexé sur le CAC, avec un objectif de gain annuel de 5%, avec une protection du capital jusqu'à moins 50. Si on lance le produit aujourd'hui, on regarde le niveau du CAC 40 aujourd'hui, disons qu'il est autour de 6400 points, disons que c'est 6400. Dans un an tout pile, donc le 20 septembre 2022, on regarde à nouveau le niveau du CAC 40. S'il est supérieur ou égal à 6400 points, le produit s'arrête, l'investisseur récupère ses billes, donc récupère son capital initial, plus un gain de 5%. Si ce n'est pas le cas, si dans un an, le CAC est en dessous de 6400 points, ce n'est pas grave, on continue et on attend le 20 septembre 2023, donc dans un an plus tard encore. À ce moment-là, s'il est au-dessus de 6400 points, le produit s'arrête et l'investisseur récupère son capital plus 2 coupons cette fois-ci. Vu qu'il a dû attendre 2 ans, cette fois-ci, il a 2 coupons de 5%. Et même exercice en année 3, en année 4, en année 5. Et au bout des 5 ans, s'il n'a jamais récupéré son capital et les coupons avant cette date-là, tant que le CAC 40 n'a pas perdu au moins 50% de sa valeur, donc tant qu'il n'est pas tombé en dessous de 3200 points, alors il récupère tout son capital initial. Il n'aura rien perdu. Et même s'il l'a pendant la durée de vie du produit, il est tombé sous ces 3200 points, mais qu'à l'échéance des 5 ans, il est remonté, alors il n'aura rien perdu. En revanche, si 5 ans après aujourd'hui, le CAC 40 est en dessous de 3200 points, alors c'est comme s'il avait investi en direct dans le CAC 40. Donc, si le CAC 40 fait moins 55 ou moins 60%, eh bien, l'investisseur fera moins 55 ou moins 60% sur son investissement. Voilà, ça, c'est le produit le plus basique
C'est, disons, le best-seller des produits structurés qui existe depuis une quinzaine, une vingtaine d'années dans le marché et qui a été distribué par tous les assureurs de la place. Voilà, tous les professionnels toutes les banques, sans exception, en ont placé des tonnes auprès de leurs clients. Et c'est un produit qui est, disons, assez simple à comprendre et qui permet d'obtenir une protection contre un plafonnement des gains. Et c'est quelque chose que vous faites régulièrement chez Atlantic? Alors, chez Atlantic, bien sûr, on a placé l'année dernière, on a fait plus de 800 produits. Et ces produits de distribution, parce que c'est des produits vraiment de distribution dédiés à des investisseurs particuliers, parce qu'ils sont relativement simples à comprendre et qu'ils apportent tout ce qu'on recherche dans l'objectif du produit structuré pour le particulier, à savoir un produit simple, compréhensible, mais qui apporte de la protection contre un gain capé. Votre recherche, elle est plutôt sur des choses qui sortent de l'ordinaire, des choses qu'on ne voit pas ailleurs, qu'on ne voit pas chez vos confrères ou concurrents? Ou alors vous êtes dans les sentiers battus, sur les blockbusters? Non, alors en fait, les produits structurés, il en existe une multitude. Comme je vous le disais, c'est un ensemble de paramètres qu'on va aller définir ensemble avec le client. Là, je vous ai parlé d'un produit 5 ans indexé sur le CAC 40 avec une protection à moins 50, mais on pourrait le faire exactement à 6 ans sur l'Eurostoxx avec une protection jusqu'à moins 40. Voilà, c'est un ensemble de curseurs qu'on va aller placer et le gain annuel va dépendre d'où on place tous ces curseurs. Là, on parle uniquement de formules de remboursement. Maintenant, les formules de remboursement, que vous passiez chez Atlantic ou chez notre concurrent numéro 1 ou le concurrent numéro 2, on est tous capables de faire la même chose. Les formules sont pas, on n'a rien inventé, disons. Maintenant, ce qu'on s'attache, ce qu'on essaye de faire chez Atlantic, c'est, avant de parler de formules de remboursement, c'est d'aller sourcer le bon sous-jacent, donc le bon indice boursier, la bonne action ou les bonnes actions sur lesquelles le produit va être indexé. Évidemment, plus vous choisissez un sous-jacent de qualité, plus vous aurez une chance de gagner de l'argent. Et nous, notre objectif en tant que gérant de fortune, c'est de faire gagner de l'argent à nos clients. Voilà, ce n'est pas de fournir la formule mathématique la plus complexe, la plus sophistiquée, parce qu'à la fin, vous pouvez proposer quelque chose de très compliqué qui marchera moins bien que quelque chose de très simple qui sera qui sera indexé sur un sous-jacent de bonne qualité. Voilà, on a vu des exemples dans le marché de clients qui avaient acheté des produits très sophistiqués sur des Wirecard, par exemple. Voilà, et si on se retrouvait avec une perte de 99% de leur investissement initial, parce que bien que la formule de remboursement ait été bonne, le sous-jacent, la recherche du sous-jacent n'avait pas été fait correctement. Et donc, voilà, à la fin, si le sous-jacent fait faillite, si la société sur laquelle votre produit est indexé fait faillite, vous perdrez votre argent, quoi qu'il arrive. Très bien. Un dernier mot, parce que ce que disent ceux qui parlent de gros mots au lieu de bons mots, disent aussi que les produits structurés, c'est des produits où il y a beaucoup de marge et que c'est une des raisons de leur succès. Alors, effectivement, dans le passé, il y a pu y avoir des abus de certains acteurs, de certaines banques, parce que, encore une fois, les produits étaient… on recherchait des produits très complexes on recherchait. Les banques, certaines d'entre elles ont pu rechercher des produits très complexes pour, disons, un peu noyer le poisson. Et le client final ne savait pas réellement dans quoi il avait investi et quel était son potentiel de gain. Aujourd'hui, le marché a quand même énormément changé. C'est vraiment, si vous regardez juste 10 ans en arrière, c'est le jour et la nuit par rapport à ce qui se passe aujourd'hui dans le marché. Aujourd'hui, l'idée, en tout cas, nous, chez Atlantic, c'est absolument pas de faire un coup avec un client. Nous, nos clients, on veut les garder, on veut les accompagner, on veut les éduquer et on veut leur faire comprendre les risques à tout moment des produits dans lesquels ils investissent. Donc, l'idée, c'est vraiment d'aller faire le maximum pour que nos partenaires, nos clients gagnent de l'argent, que leur patrimoine croisse d'année en année. Et pour ça, on n'a pas d'autre choix que de faire le maximum auprès des banques, les mettre en concurrence. Nous, on travaille avec une grosse quinzaine de banques qu'on va mettre en concurrence à chaque fois qu'on va aller vouloir traiter un produit pour un client. Et ensuite, on va proposer aux clients les différents niveaux de prix en fonction des banques. Et c'est le client qui va les choisir. Voilà. Est-ce qu'il préfère avoir du papier BNP ou du papier Goldman Sachs ou du papier Société Générale? Ce n'est pas à nous de prendre cette décision, c'est au client.
Mais effectivement, d'une banque à l'autre, le rendement ne sera pas le même. Mais encore une fois, l'essentiel, c'est d'expliquer les tenants et les aboutissants au client et l'accompagner pour être son avocat, parce que nous, on est des experts de ce sujet-là, être son avocat, parce qu'on a aussi travaillé dans les banques et donc on sait comment l'accompagner de la meilleure façon. Mais effectivement, le marché n'a plus rien à voir avec le passé et c'est pour ça qu'on incite toutes les personnes, tous les investisseurs qui ont pu avoir de mauvaises expériences ou qui n'ont pas osé y aller parce que c'était trop opaque à l'époque. Je vais vous interrompre, vous m'envoyez désolé, mais là on est en train de prendre beaucoup de retard. On vous remercie beaucoup pour ce partage d'expérience et cette explication. Il faudra y revenir. Le sujet est pas simple et on se perd vite dans des détails techniques, surtout pour les néophytes. Merci beaucoup Adèle. À très bientôt. Au revoir. Au revoir. Et c'est maintenant au tour de Grégoire Linder. Bonjour à tous. Bonsoir. Comment ça va Grégoire? Ça va très bien, de retour sur les… C'est ça, de retour à la maison presque. Voilà. Et alors, Riser. Alors, beaucoup de nouveaux pour Riser. Une nouvelle plateforme, une nouvelle jeunesse, un lifting. Allez, racontez-nous tout ça un peu. Comment ça s'est passé? Pour ceux qui ne nous connaissent pas, alors on était là l'année dernière, mais pour les nouveaux, donc on est des spécialistes de la dette obligataire pour les promoteurs immobiliers et marchands de biens. Donc tous les professionnels de l'immobilier qui ont des besoins de financement dans leurs opérations s'adressent à nous. Et notre métier, c'est de sélectionner les meilleurs dossiers, de les packager et de les présenter à nos investisseurs avec un produit type qui est un prêt obligataire, d'une durée entre 12 et 36 mois, disons, avec un taux de rendement compris entre 7 et 11, voire 12% annuel. Donc ça, c'est vraiment notre spécificité. On présente à la fois des opérations de promotion de marchands de biens, c'est essentiellement sur du résidentiel, mais régulièrement, on peut être amené à réaliser sur d'autres typologies d'actifs immobiliers, des bureaux, des surfaces logistiques, des hôtels, etc. Donc, l'enjeu de cette émission, c'était à chaque fois de faire la mise en avant de notre opération de la semaine, ou en tout cas de celle la plus intéressante pour les auditeurs de la French Radio. Donc, aujourd'hui, le focus, c'est sur une opération en Corse, à Bastia. Certains diraient « Ah oui, bon, la Corse, j'y vais pas ». L'intérêt de cette opération, c'est que c'est des logements sociaux vendus en bloc à l'Office des logements sociaux corse. Donc, on va dire une filiale de la Caisse des dépôts qui achète en bloc des logements sociaux parce que les villes, même en Corse, elles doivent respecter leur quota de logements sociaux. Et nous, on aime bien ce genre d'opération parce qu'on a une sortie qui est totalement sécurisée avec un acheteur solide et fiable. C'est en somme plus ou moins l'État qui achète en face ces logements. Donc, on a une sortie assurée. Donc, reste évidemment pour le promoteur d'acheter ses actifs. Et en l'occurrence, c'est dans le centre de Bastia et c'est de la rénovation. Donc, il faut quand même rénover, casser intégralement, refaire, remettre au goût du jour et reprendre l'intégralité du meuble. Il faut qu'il réalise ses travaux, mais là, au moins, la sortie, elle est assurée. C'est des gros travaux? C'est des gros travaux? Ce sont des travaux lourds? Oui, là, il faut reprendre l'intégralité du bâtiment et on est sur une enveloppe exactement de plusieurs millions d'euros de travaux. Donc, on va dire que c'est un chantier relativement important. Et ça fait partie, mais ce n'est pas Riser qui finance tout. Non, voilà. Le promoteur exactement. Donc là, comment ça se décompose? On est sur un coût de revient de l'opération de un petit peu plus de 10 millions d'euros, qui se compose d'une partie d'achat du foncier et d'une partie travaux. Et là, en l'occurrence, le promoteur vend en VFA. Donc, c'est-à-dire que plus ou moins l'acquéreur va porter le financement de l'avancement des travaux. Donc, il va acheter une quote-part du foncier au démarrage et après, au fil de l'avancement des travaux, il va décaisser des enveloppes successives. Donc, ça, c'est le contrat de commercialisation qui a été mis en place avec l'Office des logements sociaux de Corse. Et bien, l'avantage, c'est que sur les 10 millions, il y a 8 millions qui sont financés par l'acquéreur. On a un petit peu moins de 200 000 euros apportés par l'opérateur et on a 1 300 000 euros d'apports complémentaires, de dettes complémentaires que nous, on apporte avec nos investisseurs. Donc, en somme, on est le seul financeur, ce qui nous permet de prendre une garantie hypothécaire de premier rang, ce qui est intéressant pour les investisseurs, parce que pour rappel, cette garantie, en cas de défaut d'une opération, eh bien, nos investisseurs ont la possibilité de récupérer l'actif. Alors, ça n'a pas beaucoup d'intérêt, mais en tout cas, de récupérer l'actif pour le vendre et récupérer une partie de la mise, voire la totalité de la mise. Et là, en l'occurrence, on a 1,3 million d'inscriptions hypothécaires pour potentiellement un actif qui se vend dans les 11 millions d'euros au total.
une fois qu'il est terminé. Donc, en termes de deal, c'est un prêt d'une durée de 24 mois qui est rémunéré 11% par an pour nos investisseurs, sur lequel nous allons chercher 1 300 000 euros. Donc, Alors, j'ai une question, David. Grégoire, pardon. 11% de rémunération, c'est plutôt une rémunération haute. Et là, on est plutôt sur un projet, on va dire, il ne faut pas dire sûr parce que ce serait mal expliqué, mais plutôt qui fait partie des plus sécurisés que ce que vous avez. On a une hypothèque, c'est garanti, la vente est garantie. Donc, en fin de compte, le risque qu'on prend, c'est si le promoteur n'arrive pas à bien construire. C'est ça. Alors, on a effectivement des grilles de scoring qui nous permettent de dire est-ce que le dossier on le présente ou pas, et si on le présente, quel va être le taux auquel on va le présenter. Et d'expérience dans nos grilles, bon, bah voilà, c'est bien ou c'est pas bien pour les Corses, mais il y a une sorte de malus, malheureusement, pour les dossiers qui peuvent être dans des localisations un peu moins communes. Notamment, ça nous arrive dans les dom-toms, ça nous arrive en Corse. Et du coup, sur les dossiers Corse, notamment, il y a un malus de notation de l'opérateur, même si l'opération sur la commercialisation, les travaux, le permis de construire, épurger, etc., tout est au vert. Mais voilà, on prévoit quand même 1 point ou 1,5 point de plus quand c'est des opérations sur ces zones-là. Donc, en l'occurrence, c'est ce qui justifie aujourd'hui un taux de 11%. D'accord. Et comment se passe la migration sur votre plateforme? Alors, il y a une nouveauté qui est quand même assez importante. Il faut préalimenter le compte, c'est ça? Exactement, c'est l'enjeu de la rentrée. Auparavant, on lançait une opération, les investisseurs pouvaient souscrire, et il y avait un délai d'1 semaine, 15 jours. Parfois, on recevait les fonds même 3 semaines après. Et du coup, on était obligé de prévoir une date d'émission, c'est-à-dire une date à partir de laquelle les intérêts courent, généralement 2 à 3 semaines après l'ouverture des souscriptions sur la plateforme. Donc, ceux qui avaient joué le jeu, qui avaient payé le jour J, bon, bah, ils étaient un petit peu pénalisés. Et nous, on ne faisait que courir après les investisseurs pendant 3 semaines pour recevoir les fonds des derniers. Donc là, on a dit on va faire l'inverse. On va demander à tous les investisseurs d'alimenter leur compte en amont. En revanche, les intérêts débuteront de courir dès 4 ou 5 jours après la date de lancement sur la plateforme. Donc, on va resserrer la date d'émission post-présentation de l'opération et améliorer ainsi le taux de rendement de tous les investisseurs. Alors, une petite question là-dessus qui doit quand même être assez importante. Donc, chez vous, l'investisseur, en réalité, quand il fait un préfinancement et qu'il met l'argent, il dépose l'argent sur un propre compte, sur son compte, c'est ça? C'est ça. Chaque client Raizers, chaque utilisateur qui crée un compte chez nous, on lui génère un IBAN, qui est son IBAN Raizers. Donc, nous, on est hébergé chez MangoPay, qui est une solution de compte séquestre filiale du Crédit Mutuel Arkea. Donc, c'est le Crédit Mutuel, notre banque. Et là, libre à lui de l'alimenter. Il a son IBAN propre, il l'alimente comme il le veut. Quand il a ses flux retours, libre à lui de les récupérer sur son compte courant ou éventuellement de les réinvestir sur d'autres opérations. Et il le gère comme on va dire, un compte bancaire supplémentaire. D'accord. Et donc, comme n'importe quel compte bancaire, pour rassurer nos auditeurs, les auditeurs sont garantis jusqu'à hauteur de 70 000 ou 100 000 euros s'il devait arriver quoi que ce soit à cette banque, c'est ça? Voilà. Et donc, MangoPay, c'est une filiale de quelle banque? Crédit Mutuel Arkea. Voilà, donc on est quand même dans des choses très solides. Ben, écoutez, on va vous souhaiter bonne chance pour cette nouvelle opération. On va y participer. C'est une opération, on va quand même l'étudier, mais c'est une opération qui nous paraît séduisante et on va y participer. Grégoire, on vous dit à très, très bientôt. Merci, à bientôt. Et bonne chance pour cette opération. Vous nous direz comment ça s'est passé la prochaine fois. À bientôt. Merci, au revoir. Et c'est maintenant le tour d'Elisabeth Horvat de Century 21. Bonsoir, Elisabeth. Bonsoir, Bernard. Alors, quoi de neuf? On a décidé ensemble de démarrer une nouvelle rubrique qui va s'appeler le bien de la quinzaine et un bien que vous avez dans votre portefeuille ou à travers certains de vos confrères chez Century 21 que vous avez sélectionné pour une ou plusieurs raisons que vous nous expliquerez chaque semaine. Et cette semaine, qu'avez-vous déniché pour nous? Eh bien, tout à fait, Bernard. Cette semaine, j'ai déniché une magnifique propriété qui se trouve dans l'Ertad d'Arwer, c'est-à-dire Marginsou pour les gens qui ne connaissent pas très bien, à 5 minutes de la plage, du côté de Font de Teille.
C'est une zone très arborée et très agréable. On va parler donc d'une propriété insérée dans cette herdade d'un terrain de 1300 mètres carrés, constitué bien sûr de matériaux très nobles et modernes, puisque la construction a 1 année, avec 4 suites, une piscine, voilà, donc qui est tout à fait prévue pour une famille avec 2 ou 3 enfants. La maison fait au total 400 mètres carrés avec un sous-sol total qui a été réaménagé, donc qui est très bien pour des jeunes ou éventuellement une personne employée qui peut rester sur place et s'occuper de la maison. D'accord. Et c'est une construction 100% neuve ou c'est une rénovation lourde? Ah non, c'est une construction neuve qui est donc de l'année dernière. Il faut savoir qu'elle est habitée actuellement, donc le monsieur y est depuis 1 année et souhaite partir. D'accord. Et c'est ce qu'on appelle ce coin où il y a le golf, c'est ça? Tout à fait. Voilà. Et alors, vous m'avez dit quand on a préparé l'émission qu'elle est dans la propriété du golf, mais qu'on ne voit pas le parcours de golf de la maison, c'est ça? Alors absolument, en fait, elle est située à l'intérieur donc de cette herdade dit Golf d'Arwer. Elle n'a pas vue sur le golf. Elle est située dans une rue sans impasse, donc calme et beaucoup de végétation. D'accord. Juste pour traduire, herdade, ça veut dire quoi exactement en français? Alors, herdade, comment je vais vous l'avouer? Comment je vais vous traduire ça? Herdade, c'est plutôt en fait un intérieur du, comme on appelle, ce n'est pas un condominio puisque ce n'est pas on pourrait dire un complexe? Tout à fait, on pourrait dire un complexe. D'accord, ok. Et donc ce lieu, cette herdade, elle est à peu près à combien de temps de Lisbonne? 30 minutes? Oui, environ. Vous avez des accès rapides qui sont la A33 et la A2, direct au pont de 25 avril. D'accord. Et quand vous dites qu'elle est à 5 minutes de la plage, ce sont les plages de Costa Caparica, c'est ça? Tout à fait. Voilà, et c'est précisément la plage de Fontana-Tella que vous nous avez dit tout à l'heure. Exactement. Voilà, et je crois savoir que c'est une de vos plages préférées, non? C'est vrai, je vous l'accorde. Très bien. Bon. Alors, toute chose a un prix. Là, on est un petit peu dans le luxe parce que la maison, c'est du grand luxe. On a une construction, on a une piscine, on a 4 suites. On n'a même pas 2 suites et 2 chambres. On a 4 suites. On a un sous-sol aménagé. Le golf, il est vraiment réputé. Donc, aujourd'hui, la maison, elle est en vente à quel prix? Alors, aujourd'hui, Bernard, cette maison est en vente à 2 millions. Effectivement, cela peut peut-être surprendre les gens quand ils entendent ce prix-là, mais on est vraiment dans une zone qui est en train de se développer énormément et qui est une zone très demandée. D'accord. Alors, 2 questions. Les voisins les plus proches, ils sont très, très proches. Dans cette herdade, comment c'est organisé? La maison la plus proche, elle est à 100 mètres, 200 mètres, 50 mètres, 300 mètres? Alors, c'est un peu un système de résidence, si vous voulez, à l'américaine, où bon, il n'y a pas de très haute. C'est très arboré, donc on a tout à fait notre privacité, comme on dit. Donc, mais vous avez des voisins qui sont, oui, plus près, 5-6 mètres de vous, mais vous ne les voyez pas. C'est très, très arboré, donc on se sent vraiment chez soi. D'accord. Et le terrain, rappelez-moi de quelle était la taille du terrain? 1300 mètres carrés. 1300 mètres carrés, et la maison, elle fait 400 mètres carrés sur 2 niveaux? Elle est en plein pied. Elle est avec le total. D'accord. Donc, entre ça et la piscine, il reste à peu près 700-800 mètres carrés de terrain, c'est ça? Oui, la maison, on tourne autour de vous avez la maison qui est implantée au milieu du jardin et vous pouvez faire le tour bien naturellement. D'accord. Donc, on est quand même assez loin des voisins si la maison, elle est au milieu. Il n'y a pas de mitoyenneté ou de choses comme ça? Absolument pas. D'accord. Et l'endroit, il est bien sécurisé? Ah oui, vous avez, c'est quand même sécurisé avec une équipe de la sécurité à l'entrée de cette résidence qui a quand même une vigilance. Vous avez des véhicules qui tournent dans les propriétés pour voir si tout se passe bien. D'accord. Et alors, le prix, il est un peu négociable ou c'est un vrai prix pur et dur, bien ferme? Non, je pense que le prix est négociable, bien sûr. On refuse jamais de faire une négociation sur le prix. D'accord. Et bien voilà, c'était Elisabeth Horvath. Donc, si ce bien vous intéresse, vous nous contactez par l'intermédiaire de la radio et on transmettra la proposition. Merci beaucoup, Elisabeth, pour ce partage d'expérience et j'espère qu'un de nos auditeurs s'offrira cette très belle maison.
Eh ben, merci à vous, Bernard, de m'avoir reçu. Et oui, à très bientôt. Et c'est maintenant au tour de Bruno Zaraya de Ginger AM pour sa rubrique La valeur de la quinzaine. Mais je crois que ce soir, Bruno, vous avez préféré prendre un univers qu'une valeur unique. Dites-nous en plus, Bruno. Oui, bonsoir Bernard. Écoutez, merci beaucoup. J'espère que vos auditrices et vos auditeurs se portent bien. Enfin, en effet, on voulait parler d'un univers plus général parce qu'il nous paraissait important et opportun de parler. Vous savez, nous, on est un gérant d'actifs, donc on gère des portefeuilles, plusieurs valeurs. Il y a des valeurs qu'on a, des valeurs qu'on n'a pas, et on est amené à les gérer, à les vendre, à les acheter. Et je voulais vraiment essayer de donner un exemple par rapport à notre façon d'appréhender le marché. Donc, nous, on appréhende par rapport au risque. Pour l'instant, il n'y a pas de risque. On vous l'a déjà dit la semaine dernière, il y a 15 jours. Et aujourd'hui, l'univers qu'on voulait, c'est l'univers du luxe parce que c'est un univers qui est à la fois très traité, c'est-à-dire qu'en fait, beaucoup d'acteurs en parlent, beaucoup d'acteurs le détiennent en portefeuille. Moi, je peux vous dire qu'aujourd'hui, aussi bien les clients particuliers que les clients nationaux détiennent tous du LVMH, du Kering et du Hermès, dans des proportions très importantes. Or, aujourd'hui, cet univers, pour la première fois, sur un mois et demi, a pas mal souffert en bourse. Et c'est vrai que les investisseurs, depuis maintenant 6, 7, 8 ans, ont l'habitude de le détenir en se disant, je l'achète, il y a de la visibilité, il y a de la croissance, il n'y a pas trop de volatilité, et mon capital s'apprécie petit à petit. Et force est de constater que dans un univers où les taux étaient amenés à baisser très souvent, voire rester très très bas, ces valeurs ont été très achetées. Tellement achetées que, par exemple, sur le CAC 40 aujourd'hui, si vous prenez un LVMH ou même un L'Oréal, parce que L'Oréal, c'est un peu la valeur du luxe de la dermatologie, ces deux valeurs représentent plus de 30% du CAC, parce qu'elles ont tellement progressé ces 10 dernières années, par rapport à d'autres valeurs qui n'ont été moins gardées, qu'elles ont pris une ampleur importante dans les indices et ont aujourd'hui des prix très importants. Et ce qui est marrant, et c'est là, moi, où je trouvais que le cas pratique était intéressant pour les auditrices et les auditeurs, et pour tout le monde, je l'espère, c'était de dire, aujourd'hui, les gens achètent en se disant, le luxe marche toujours, tout le monde va acheter un sac Hermès, tout le monde va acheter un sac Vuitton, tout le monde va acheter, etc., etc. La Chine explose, etc., etc. Donc, il y a toujours une bonne raison de le faire. Mais nous, on dit que dans un univers, il faut dissocier le prix de la valeur. Je crois que j'avais donné cet exemple-là aussi il y a quelques temps. Si vous prenez le meilleur quartier de Lisbonne et qu'on vous dit que ça coûte 250 000 € le mètre carré, ça a beau être le meilleur quartier de Lisbonne, c'est cher. Donc la valeur est chère, même si, enfin, le prix est cher, même si la valeur est élevée. Et ben c'est pareil sur les marchés financiers. Il y a des valeurs qui sont très très détenues, qui ont été très très achetées, qui aujourd'hui sont à des prix assez excessifs, parce que par exemple, un LVMH, c'est le 45 ou 48 fois les bénéfices, ce qui est quand même beaucoup par rapport à des valeurs bancaires ou par rapport à d'autres valeurs cycliques. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, pourquoi ça a commencé un peu à baisser? Parce qu'il y a un catalyste assez négatif, c'est-à-dire que la Chine commence un peu à faire la chasse aux riches, en disant on va taxer plus les milliardaires, on va courir plus derrière les riches. Or, c'était des acteurs très intéressés, très acheteurs de luxe en général, et évidemment, à court terme, c'est un des catalystes qui peut montrer que ces valeurs ont un prix qui est assez cher, parce que finalement, quand vous pensez toujours que demain sera plus cher qu'hier, vous vous dites, c'est bien, je vais acheter une valeur, elle ne prendra pas 50%, mais si je prends mes 7-8% par an sans trop de risque, c'est bien. Mais si on fait ça et que tout le monde se le dit, le prix pour payer cette croissance est très élevé. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, bien sûr qu'il y a des petites pépites ou peut-être qu'il y aura des fusions-acquisitions avec des rachats, et donc il y a toujours quelques actifs intéressants, forcément. Bien sûr que ces valeurs sont très bien gérées, c'est le cas de toutes les valeurs que j'ai citées. Mais encore une fois, il faut dissocier le prix de la valeur. Et donc aujourd'hui, c'est vrai que ça nous paraît un petit peu plus dangereux. Pour revenir sur le cas d'LVMH, qui se paye 40 fois les bénéfices, finalement, ce n'est pas si cher que ça pour une société de croissance. Alors, ça dépend de la croissance. Ça dépend de la croissance, en fait, si vous voulez. LVMH a été très fortement tiré par la partie sac, enfin tout ce qui est, comment ça s'appelle, excusez-moi, tout ce qui est lié au cuir, enfin tout ce qui est maroquinerie, pardon. Donc, LVMH était beaucoup tiré par cela, avec des achats qu'on peut considérer comme un petit peu chers aux États-Unis. Néanmoins, la valeur, en fait, historiquement, doit se payer entre 20 et 25 fois les bénéfices. Donc, 42-43, c'est assez cher quand même si en face, il y a une croissance. Le problème, c'est que cette croissance se paye très, très cher. Donc, à la moindre déception, au moindre problème, vous pouvez être en difficulté avec des valeurs qui pourraient perdre 10-15%. Et d'ailleurs, ce qui est assez incroyable, c'est qu'au départ, et c'est arrivé sur Kering, au mois d'août, a perdu 17% en 3 séances. Et là, vous avez les vieux réflexes d'investisseurs. C'est-à-dire qu'en fait, le premier réflexe, c'est d'en racheter, en disant ça perd 17%, une opportunité. Et c'est vrai que derrière, donc, ça rebondit un petit peu, forcément. Et puis là, ces derniers jours, on a vu quand même qu'on pouvait avoir une nouvelle correction qui fait que Kering est quasiment à 22-23% de ses plus hauts. Certains y verront une opportunité, peut-être à raison. D'autres y verront plutôt un signal de vente.
Mais nous, c'est au-delà de dire achat ou vente, pour nous, c'est un cas pratique intéressant pour expliquer que en bourse, vous avez toujours un acteur qui vend un titre, un acteur qui l'achète. Ce qui veut dire qu'à priori, à chaque instant, un acteur a tort, un acteur a raison. Nous, ce qui est intéressant, c'est de comprendre pourquoi. Et aujourd'hui, ce que l'on dit, c'est que les acteurs n'achetaient plus tellement ces valeurs du luxe pour ce qu'elles étaient, mais ils achetaient ces valeurs lorsque les taux baissaient. En fait, ils étaient très, très corrélés aux taux. C'est-à-dire quand les taux baissent, on achète du luxe. Quand les taux montent, on vend du luxe. Et donc, si vous voulez, on n'achète plus ces valeurs pour ce qu'elles sont, mais plus pour l'environnement économique dans lequel elles évoluent. Et ça, pour nous, ce ne sont pas forcément des bons signaux pour acheter des titres parce que ça veut dire que le prix est alimenté par d'autres facteurs que des facteurs liés au management, à la croissance de l'entreprise ou autre. Et d'autant que, vous l'avez peut-être vu, hein, vous avez vu qu'en Chine, il y a une entreprise qui s'appelle Evergrande, qui est une entreprise immobilière, qui a 250 milliards de dettes, 3,2 millions de salariés. Le gouvernement chinois ne veut pas intervenir. Elle a un prix de quasi-faillite. Alors nous, on ne croira pas qu'elle fera faillite. On pense que le gouvernement chinois, à un moment donné, sera là pour empêcher ça, parce que quand même, ça impliquerait beaucoup de choses négatives. Mais en revanche, ça touche énormément de Chinois aux moyens très importants qui, eux, peuvent être impactés très fortement. Hein. Le cours d'Evergrande est passé de quasiment 65 à 5. Donc, vous voyez quand même que c'est en quelques semaines. Donc, ça veut dire que ça impacte beaucoup, beaucoup d'acteurs qui avaient des moyens importants et que ça se retrouvera probablement à un moment donné sur le pouvoir d'achat de ces acteurs pour acheter du luxe, pour acheter des choses chères occidentales dans ces pays-là. Bon, après, la Chine, ça a toujours la particularité. Ce n'est pas une économie libérale, même si on peut le croire. Donc, Evergrande fera faillite si le gouvernement décide qu'Evergrande fera faillite. Vous avez tout à fait raison. Moi, je ne crois pas qu'ils feront faillite entre nous. Hein. Il faut demander au Premier ministre, qui va vous le dire tout de suite. Non, ils restructureront la dette. Je pense qu'ils mettront probablement des créanciers et certains actionnaires en difficulté. Mais ils n'ont pas tort d'attendre d'ailleurs, hein, parce que plus ils attendent, plus le cours baisse. Ils interviendront à un moment donné au cours le plus bas. Et ce sera une façon pour eux de nationaliser ou de récupérer l'entreprise à bas coût. Néanmoins, moi, je n'ai pas tellement évidemment, j'ai pas mes entrées chez le Premier ministre chinois. En revanche, je me rends compte que ça impacte aussi beaucoup d'acteurs chinois qui ont des moyens importants et que c'est forcément une chose à surveiller. Et surtout, il y a eu un changement de discours radical en Chine par rapport justement aux populations aisées, par rapport à la taxation demain, par rapport à l'interventionnisme. Vous avez raison que ce n'est pas du tout libéral parce qu'il y a un interventionnisme qui est très, très important et qui semble de plus en plus se manifester au sein de la classe politique chinoise. Donc, c'est quelque chose qui est à surveiller parce que les valeurs beaucoup achetées par rapport à cette croissance liée aux pays émergents et notamment à la Chine, elles sont forcément aussi à surveiller. Bien. C'est sur ce mot qu'on va se quitter. Comme d'habitude, on est un peu en retard. Nous excusons et c'était passionnant, Bruno. Et merci, nous vous disons à très bientôt. Passez une bonne soirée. Au revoir, bonne soirée, Bernard. Merci. La French Radio. Portugal.